Et on prend un but contre Marès. Et Marès, si tu veux, il est assez proche de nous, à 9 mètres. Et Thibaut anticipe sur la situation, sur le deuxième poteau. Il nous la colle au premier, tu sais. Et là, je dis, dans l'analyse, je dis, on ne va plus jamais prendre un but pareil. Si Trossard, il a le ballon, il est droitier, ses épaules sont perpendiculaires à la ligne de but. Ça veut dire qu'il peut frapper au-dessus de l'épaule gauche à Gigio. À cet instant, avant qu'il frappe, toute son intention, elle peut être donnée pour frapper au-dessus de mon épaule gauche. Donc moi, gardien de but, je dois défendre mon but. Là, dans cette situation, Thibaut sera 50 cm de sa ligne. Parce que la première des choses, quand je suis gardien, faut que je défende mon but pour pas qu'il marque, le gars. Je peux pas anticiper un centre quand le mec peut frapper. Pas dans cette situation où Trossard est à ma droite, avec son pied droit. T'as le ballon qui part de ta droite, qui arrive sur Yamal à gauche. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je suis face au gars qui est là. Je me déplace. J'arrive sur mes appuis quand Yamal frappe, parce que lui, il frappe direct. Et là, j'ai pas le temps de changer mon orientation. Et oui, et c'est ça qui me pénalise. Les amis, on est avec Thierry Barnera. C'est simple, c'est l'analyste vidéo de Thibaut Courtois, mais pas que. Il travaille également avec la FIFA sur la formation. Il est en partenariat beaucoup avec Arsène Wenger pour tout ce qui est du développement des jeunes talents, donner un peu sa chance à tout le monde. Il y a énormément de choses qu'on va aborder ensemble sur le gardien de but, que ce soit la notation, la façon de percevoir une prestation de gardien de but, les détails qui peuvent embêter un gardien de but tous les matchs, ou même les choses à travailler, les actions fortes de cette saison qui ont marqué un petit peu le grand public. Je pense notamment au coup franc de Race. Il y a plein de choses qu'on va voir ensemble. Alors restez avec nous, mais abonnez-vous, continuez de soutenir le projet Call Interview avec des likes, des commentaires, parlez de ça autour de vous, parce que ça nous permet d'avoir une communauté plus importante et surtout des invités extraordinaires dans tous les sens du terme. Je vous embête pas plus longtemps, on recommence avec Thierry parce qu'on va se régaler. Bon Thierry, on va faire une petite présentation en bonne et due forme parce que tout le monde n'a pas la chance de savoir ce que tu fais, de savoir qui tu es. Donc si tu veux bien qu'on plonge un petit peu dans ton parcours. Aujourd'hui, ce qui a beaucoup provoqué notre rencontre, c'est le fait que tu épaules, accompagnes, conseilles beaucoup notre très grand gardien belge Thibaut Courtois. Ça fait partie de tes missions du jour. Est-ce que tu fais autre chose ou pas d'ailleurs aujourd'hui? Oui, alors je fais autre chose. Je travaille pour la FIFA, où là, j'ai deux vecteurs qui sont bien distincts. Un qui est sur la formation, où on crée des contenus pour la formation des entraîneurs par rapport aux fédérations, mais aussi aux académies qui sont créées par le projet d'Arsène Wenger au sein de la FIFA. Et la chance à chaque talent dans le monde, c'est un peu l'objectif. Puis l'autre vecteur, c'est sur l'analyse et l'évaluation de l'ensemble des gardiens dans chaque compétition qui sont évidemment organisées par la FIFA, que ce soit la Coupe du Monde, les Jeux Olympiques, parce que c'est pas nous qui organisons, mais nous sommes responsables de la compétition, et évidemment le championnat du monde des clubs qui commence le 15 juin. D'accord. Ok. Alors évidemment, le fil rouge de notre interview, ça va être ta relation, le travail que tu réalises avec Thibaut Courtois, mais pas que. Il va être question d'autres gardiens, il va être question de la lecture du poste de gardien, de la compréhension du poste de gardien dans certains domaines notamment, parce que je trouve qu'on a tendance à dire nous aujourd'hui, avec dans le grand public, chacun ses critères un petit peu de qu'est-ce qu'une bonne performance de gardien, qu'est-ce qu'une moins bonne performance. J'aimerais bien qu'avec toi, on arrive à avoir une lecture un peu plus linéaire, plus claire de tout ça. Alors, que tout le monde comprenne un petit peu, si je dis pas de bêtises, tu as commencé à entrer en collaboration directe avec Thibaut autour de février 2020, c'est bien ça? Exact. Ok. Est-ce que tu peux m'expliquer déjà est-ce que tu fais ça avec d'autres gardiens ou pas du tout? Oui. D'accord. Avec combien de gardiens tu travailles? Avec 5 gardiens. Tous de niveau international comme Thibaut? Pas tous, mais tous de niveau professionnel de haut niveau, mais pas forcément international. Ouais. Qu'est-ce qui change entre prendre la mission d'épauler un gardien comme Thibaut et les autres? Je le mets un petit peu à part parce que bon, pour moi, c'est un peu le meilleur gardien sur la planète aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui change dans tes missions avec eux? Rien ne change parce que il y a une chose qui est très importante que tu as dit en introduction. Il y a l'homme et l'athlète, mais d'abord c'est l'homme. Et finalement, c'est chacun des hommes. Donc, à partir de là, la relation, elle est la même. Si ce n'est que, par exemple, pour Thibaut, il y a un nombre de matchs qui est plus important que d'autres, parce que c'est clair que ces clubs qui ont ces échéances tous les 3 jours, automatiquement, tous les 3 jours, tu travailles avec Thibaut. Ce qui n'est pas forcément le cas d'autres gardiens qui jouent dans des championnats de première ligue ou ailleurs.
mais qui n'ont pas cette succession de matchs. Donc ça, c'est la seule chose qui change. Après, pourquoi avoir un traitement différent entre Thibaut Courtois et les autres? Ben non, parce que le plus important, c'est quoi? C'est d'être capable d'analyser, de trouver aujourd'hui s'il y a des détails qu'on peut peut-être améliorer pour aller chercher une performance toujours plus haute, c'est tout. Donc l'objectif, il est là pour quel que soit le gardien que je vais aujourd'hui analyser. Mais ta charge de travail n'est pas différente d'un gardien à l'autre. Ma charge, elle est liée par rapport au nombre de matchs. Donc, si j'ai un athlète qui fait entre 60 et 70 matchs par année, puis un autre qui en fait 40 ou 45, ben, évidemment que la charge n'est pas la même. Ouais, bien sûr. Mais, bien sûr. Après, il peut avoir aussi un côté émotionnel dans le sens de la gestion émotionnelle et de l'intensité émotionnelle. Parce que c'est clair que, par exemple, Thibaut qui va avoir souvent des matchs extrêmement importants sur la Champions League ou pour des titres, ben c'est clair qu'il y a une gestion un peu différente après, mais on ira dans le détail, je pense, pour ce travail-là, qui est un regard qui doit être pas techniquement différent, pas tactiquement différent, mais dans l'approche du commentaire et comment je vais amener certaines choses. D'accord. Ma question était plus sur le fait que, alors tu me diras si je me trompe, mais pour moi, quand tu prends un gardien comme Thibaut, qui a quand même un niveau avec un certain niveau avec, je dirais, des défauts limités. Le nombre de défauts qu'on peut compter sur les performances de Thibaut sont quand même sont là, mais sont très limités, je trouve, comparé à un gardien, je dirais je sais pas moi, première division, même que ce soit française, que ce soit même la Liga ou autre. Je me demandais s'il y avait un écart de charge de travail entre quelqu'un de novice ou de moins bon que Thibaut. Alors charge non, mais c'est clair qu'au départ c'était pas la même relation. C'est-à-dire que moi, il y a plus de 4 ans, donc j'ai quitté le dernier club professionnel pour qui je travaillais, qui était Lausanne Sport. Et après, certainement qu'on va expliquer un peu comment je suis rentré en contact, enfin, comment aujourd'hui le contact s'est fait avec Thibaut. Mais là, c'était différent parce qu'en fait, j'ai dû faire certaines choses pour pouvoir travailler avec Thibaut suite à sa demande. Alors que les autres, ils sont venus vers moi. Ils m'ont dit, est-ce que vous pouvez? Ok. J'expliquerai après certainement comment s'est passé un peu le départ de notre enfin avant la relation et après la relation qu'on a créée. Bah justement. C'est pour ça que c'est un petit peu différent si tu veux sur l'approche au départ, mais par contre sur le travail, le travail elle-même pour tous. Okay. D'accord. Si ce n'est que j'ai plus de travail parce qu'il y a plus de matchs. C'est tout d'échéance. Il y a plus d'échéances. Alors oui, tu as raison, effectivement, c'est la prochaine question que j'allais te poser. Parce que, je vais remettre un contexte, les gens ont tendance à oublier un petit peu les détails de la carrière de Thibaut avant le Real Madrid, notamment, mais même au sein du Real Madrid, tu sais, dans le football, je pense que tu es très bien placé pour le savoir, on a une mémoire relativement courte. Quelqu'un qui est au top, a toujours presque été au top dans nos mémoires, alors que quelqu'un qui a une période creuse a toujours été nul et est une fraude. Donc c'est un raccourci grossier, mais il y a une part de vérité dans ce que je dis. Et quand Thibaut est arrivé de l'Atlético à Chelsea notamment, et je me suis replongé dans les articles qui étaient écrits sur lui, il était en concurrence avec Petr Cech du côté de Chelsea, et j'ai trouvé les gens très durs. Il y a même eu des articles, et je vais reprendre le nom parce que c'est le Daily Mail qui l'avait fait, qui classait les gardiens de la Première Ligue. À l'époque, il y avait Mandanda, il y avait Hugo Lloris, il y avait du monde qui était là. Il était dans les moins bien classés par rapport au nombre d'arrêts qu'il effectuait par match. Alors, déjà, ça fait partie de la lecture un peu biaisée. Est-ce que c'est au nombre d'arrêts qu'on doit évaluer un gardien? C'est pas forcément le cas pour moi, donc tu vas m'éclaircir là-dessus. Mais il y avait quand même un traitement globalement sur Thibaut qui était assez sévère. Il a pas forcément tout de suite eu les faveurs des fans, que ce soit du côté de Chelsea avec Petr Cech qui était bien installé. Est-ce qu'au moment où vous entrez en contact tous les deux, je rappelle c'est en 2020, donc il est déjà du côté du Real Madrid, tout ce passé-là, tu l'étudies, tu le travailles avec lui, est-ce que vous en discutez ou pas? Non, mais je le connais. Je dis toujours que le passé est écrit, le présent se vit et le futur se construit. Donc c'est bien de connaître le passé, mais aujourd'hui ce qui est important c'est le présent et justement ce qu'on va faire dans le futur. Donc moi je connais son chemin, mais en fait il est un chemin assez logique par rapport à sa progression, parce qu'on n'a pas oublié que Thibaut c'est un peu comme Gigio de Naruma. Je veux dire, on oublie que très jeune ils arrivent en haut quand même. Le premier match de Thibaut à Genk, il a 16 ans et demi, la même chose que Gigio. Alors, on n'est pas dans le même championnat parce qu'on est en Serie A et puis le championnat belge qui est pas évidemment peut-être la même pression,
Mais c'est des gamins, parce que moi j'appelle ça des gamins, qui jouent un poste qui est quand même extrêmement exposé. Parce que quand tu fais rentrer un jeune joueur de 17 ans ou de 18 ans, tu donnes 30 minutes, après peut-être 40, et après tu le fais commencer, tu as toujours la possibilité de le faire sortir, et puis tu construis son apprentissage comme ça, et son expérience du haut niveau, petit à petit. À un moment donné, quand tu décides de faire jouer un gamin de 16 ans et demi, et tu décides de le faire jouer, si tu décides de le faire jouer, tu le fais jouer. Tu vas le faire jouer au moins 5 matchs, à moins qu'il y ait une grande catastrophe. Mais c'est au moins 5 matchs minimum, parce que tu dis, voilà, on va pousser ce gamin, comme Casillas l'a été, etc. Et on oublie ça, tu vois. Donc, il part très jeune en Belgique. Rapidement, il part à l'étranger. Et Atlético, Chelsea. Après, c'est en plus des situations qui sont complexes. Hein. Atlético, assez simple, mais il est très jeune. Peu d'expérience, il est en train de se construire. Un gardien, il doit beaucoup se construire. Hein. Je veux dire, plus qu'un joueur de champ, hein, pour moi. C'est parce qu'au niveau émotionnel, il y a une telle charge qu'on doit être capable de pouvoir gérer ces situations. Et c'est des situations qui sont assez complexes. Ça, c'est la première chose. Il arrive à Chelsea, dans un climat qui n'est pas forcément très favorable pour justement être émotionnellement stable et pouvoir se construire correctement. Il y a un entraîneur qui est assez, qu'on connaît, qui est assez impulsif, qui a un gros impact. Et qu'est-ce qu'il décide? Il décide de sortir Petr Cech, qui est quand même l'emblème de Chelsea, qu'on le veut, qu'on l'aime pas, peu importe, c'est l'emblème, et c'est un gardien qui a marqué son histoire avec, je veux dire, un niveau exceptionnel, et un jeune gardien qui arrive, et l'entraîneur de cette époque, pour pas nommer José Mourinho, dit, OK, aujourd'hui à Chelsea, Petr Cech sera remplaçant, Thibaut Courtois va jouer. Alors après, on se met dans un pot d'un jeune et on revient à ce que tu as dit que je trouve extraordinaire, l'homme. Mais c'est un jeune homme, c'est pas un homme, c'est un jeune homme. Et moi, j'ai beaucoup de peine avec ça, comme qu'on parlait de Mbappé. Moi, je suis émerveillé qu'un homme comme Mbappé, un jeune homme qui gagne des millions, qui a une pression médiatique incroyable, arrive à gérer ça. Moi, j'ai des enfants, j'ai 4 enfants qui sont maintenant plus âgés, mais 20 ans, on est des jeunes personnes, même si on a l'impression que tout va vite parce que les réseaux sociaux, etc., on a l'impression d'être des grands hommes, etc. Non, nous sommes des hommes avec nos doutes, notre manque d'expérience qui nous permettent pas d'avoir des ancrages solides, tu vois. Et pour ça que je fais pour moi un peu la parenthèse sur Mbappé. Je ne vais pas juger ce qui s'est passé, parce que d'abord, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais quand je vois de l'extérieur et que j'analyse un peu ça, je dis, waouh, le gamin, parce que pour moi, c'est un gamin. Après, je l'ai croisé il y a 3 jours à Madrid. C'est bien sûr que c'est un homme, mais il était gamin. Il est arrivé à peine 20 ans à toucher des grosses sommes d'argent, à avoir un ancrage qui est très solide pour pouvoir répondre à une attente, bien sûr, de performance et médiatique. Aujourd'hui, ce gars-là, il a quel âge? Il n'a pas 50 ans. Quand tu vois Mbappé s'exprimer devant les caméras avec toutes les pressions qu'il y a, assumer son rôle, tout le monde dit ouais. Non, c'est un jeune homme encore. Et aujourd'hui, il est capable d'arriver à avoir une capacité de réunir, et puis aussi une capacité d'arriver d'analyser sa performance et surtout de se protéger de tout ce qui se passe à l'extérieur. Donc si on revient avec Thibaut, eh ben, il arrive à Chelsea, on l'impose, l'entraîneur l'impose, mais c'est un jeune homme. Pas facile. Avec un contexte qu'on ne faut pas oublier, où que Christophe Lolichon, qui est entraîneur des gardiens de Chelsea, qui a développé énormément de choses avec Petr Cech, notamment une super relation, qui a créé énormément aujourd'hui de steps sur le travail méthodologique, parce qu'il a amené des choses très intéressantes dans sa créativité et tout, se rapprocher du match et tout. Et il l'a vécu avec Petr Cech. Lolichon, c'était un des premiers à travailler avec un orthoptiste. C'était visité il y a 15 ans presque. Aujourd'hui, il y avait un orthoptiste français qui était là, qui travaillait avec lui, pour développer tout l'aspect de la vision avec Petr Cech. Donc, ils ont construit quelque chose ensemble. Et il y a un jeune qui arrive. Et l'entraîneur dit, toi, Petr Cech, tu joues pas. Thibaut, tu vas jouer. Pas facile. Non. Pas facile. Non. Il repart en Espagne. En Espagne, il arrive où? À Madrid. Oui. Qui est au but?
Mais c'est Navas. Navas, non? Ouais. Combien de Champions League gagnés avec Navas? Ouais. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, le Ouais, je suis contexte il est bon pour compliqué. toi, oui. Mm. Donc, oui, ses performances, après, quand il commence, elles sont pas toutes abouties, mais parce qu'il est encore dans sa construction. Et sa construction en tant qu'homme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il doit emmagasiner beaucoup d'expérience pour devenir encore plus fort. Et puis, Mm. quand il a pu avoir cette stabilité, qu'enfin, il était établi, eh bien là, il est monté step by step dans ses performances. Puis il est devenu Oui, de c'est vrai. plus en plus fort pour arriver à être ce qu'il est C'est aujourd'hui, vrai. pour moi, le numéro un. C'est vrai. C'est vrai, pour moi aussi, les numéros 1. Donc, alors, si je recontextualise, au moment de votre collaboration, tu me dis habituellement, on vient vers toi pour te demander est-ce que vous pouvez. Comment ça se met en place avec Thibaut? En fait, ce job que j'ai maintenant d'analyse vidéo, il est un peu nouveau. Oui. Parce que, je veux dire, analyse vidéo de l'extérieur pour un gardien de but, c'est un peu nouveau. Moi, j'ai travaillé près de 30 ans dans le football professionnel. J'ai Mhm. travaillé près de 10 ans à la Fédération suisse de foot pour créer la formation avec Patrick Folletti et puis m'occuper des sélections juniors et de l'évolution de tous ces gardiens. Et puis autrement, j'ai travaillé dans les clubs pro en première division en Suisse. Et à un moment donné, j'étais à Lausanne. Je pouvais plus parce que j'avais une prothèse du genou, je pouvais plus frapper. Donc je suis devenu un peu responsable pour le groupe Ineos, si tu veux, de l'ensemble des gardiens de but de la première équipe jusqu'aux jeunes. Mhm. Et j'étais beaucoup sur la méthodologie, etc. Et j'ai quitté le groupe Ineos et j'ai dit je travaillerai plus par mandat. Et Ok. à ce moment-là, une société belge est venue, c'est pas Courtois qui est venu, hein, c'est une société belge qui est venue vers moi, qui m'a dit on veut créer aujourd'hui des tests pour être capable d'évaluer le potentiel des gardiens de but. Mhm. Est-ce que ça vous intéresse? J'ai dit oui, ça m'intéresse. Je les ai rencontrés à Liège. On a signé des contrats de confidentialité et on a signé un mandat pour que je développe ces tests-là. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler avec eux. Et D'accord. le responsable de cette société qui s'appelle Benjamin Dessey était en contact avec le père Thibaut Courtois pour d'autres raisons. Ok. Et c'est comme ça qu'eux avaient vu aussi sur les réseaux sociaux, parce qu'à cet instant-là, je postais encore des analyses ou des brides d'analyse ou des clips comme ça. Ils ont dit que ça serait intéressant de voir s'il peut apporter peut-être quelque chose. Et là, quand ils sont rentrés en contact, si tu veux, et c'est pour ça que je dis que c'est un peu différent, c'est que j'ai dû faire 10 matchs d'analyse que j'ai Ok. envoyés au père à Thibaut pour que Thibaut puisse voir ces analyses-là. Et puis en février 2020, ils m'ont dit quand c'est que vous êtes en Belgique. J'étais en Belgique à ce moment-là justement pour la société Keep Expert. Et j'ai dit bien sûr qu'on peut se rencontrer. Et on s'est rencontrés. Et c'est là que on a discuté, que j'ai évoqué certains détails que je pensais qu'on pouvait peut-être travailler pour arriver à une performance qui est un peu différente. On a fait 1 heure de séance avec le père à Thibaut. Et à la fin de cette séance, Thierry Courtois s'est absenté 10 minutes, si tu veux, il est revenu et il a passé le téléphone. J'avais Thibaut en FaceTime Mhm. et on a commencé à se parler comme ça. On a mis en place des choses. On a fait 2-3 visios pour bien travailler sur certains détails qui sont des détails, si tu veux, d'ordre global, c'est-à-dire quand sur des situations bien précises, notamment sur son jeu au pied, pour travailler avec le pied droit, etc., etc. Et puis après ça, on a enchaîné. Et je crois que je suis à 210 matchs analysés pour Thibaut. Voilà. C'est pas mal. Ouais, C'est pas mal 210 matchs. Hein. ouais, C'est pas mal. c'est un chemin. C'est vrai que l'anecdote de votre collaboration, du début de votre collaboration, elle est pas habituelle. On Non? peut le dire, elle est pas habituelle. C'est un concours de circonstances qui est assez impressionnant. D'accord. Est-ce que justement tout ce bagage là émotionnel dont tu m'as parlé en tant que jeune homme, Chelsea, enfin Atlético, puis Chelsea, puis Madrid, ça vient dans vos conversations assez rapidement ou pas? Est-ce que c'est porté comme un bagage qu'il faut traiter ou pas du tout? Pas du tout. Moi, je suis pas un préparateur mental. Mais par contre, presque 30 ans dans le football professionnel et dans d'autres sports, j'ai aussi un peu coaché des athlètes. Donc, j'ai cette fibre-là. D'accord. Maintenant, il faut comprendre. Ce qui est important, c'est ça, et il faut bien dissocier les choses. Si tu es analyste vidéo dans un club, ton job, ton travail, c'est de prendre des images par rapport au thème qu'on t'a demandé et par rapport à certains détails que l'entraîneur principal recherche, et tu vas faire ton montage. Et tu envoies cette Mhm. compilation, et l'entraîneur va l'utiliser, va pas l'utiliser, ou va te demander peut-être de faire des illustrations, etc. Ça, c'est le travail d'un analyse vidéo. Mais quand tu es un analyse vidéo extérieur, Ouais. tu fais tes montages, tu vas chercher tes images, mais après, qu'est-ce que tu vas faire? Tu mets un commentaire dessus, Mhm. d'accord?
C'est là que c'est important. Et d'où vient ta question qui est très pertinente au niveau du coaching. Ça veut dire si, par exemple, le match qui va suivre le match de championnat ou de finale de coupe, par exemple, contre Barcelone, eh ben, c'est clair que je vais pas avoir le même ton. Sur un détail, où peut-être je dis, on aurait dû être 1 mètre plus haut sur cette situation, tu vois, parce qu'on parle vraiment de détails, hein. Je vais dire, Thibaut, est-ce que tu penses qu'on n'aurait pas pu être mieux si on était 1 mètre plus haut? Mais si tu gagnes 4-0, sur la même action, je vais lui dire, Thibaut, 1 mètre plus haut, on est mieux. C'est là qu'on doit être. Tu vois, la sensibilité, eh ben, elle est là. C'est pour ça que les images, très vite, bon, moi je regarde 25 à 30 matchs par semaine, hein, pour plein de raisons. Donc les images, le montage, tu le fais assez rapidement. C'est surtout après, quelle est ton intonation? Quel est le choix de tes mots? Quelle est la forme? Est-ce que c'est une forme affirmative ou une forme interrogative? Qu'est-ce que j'utilise comme forme aujourd'hui pour faire passer le message? Et ça, c'est par rapport à ma sensibilité. Et puis c'est clair, eh ben, ça fait 4 ans qu'on travaille ensemble. Donc, je le connais bien par rapport à ça. Je connais bien aujourd'hui comment il est, comment il ressent les choses par rapport à son retour. Donc, à partir de là, ben, c'est toute cette construction qui va faire que plus tu avances, plus tu as cette sensibilité, plus aujourd'hui, eh ben, tu as la capacité de transmettre le message. Quand j'ai repris le parcours de Thibaut à son arrivée à Madrid et depuis votre collaboration, j'ai regardé énormément de résumés de matchs pour comprendre, pour sentir quels étaient pour moi ses points forts, ses points faibles, ce genre de choses. J'ai été à chaque fois choqué par les commentaires, que ce soit en direct, pendant les breaks ou à la fin des matchs, qui disaient Thibaut Courtois, notamment pendant la saison où il y a la Champions League qui est remportée avec Karim Benzema qui est en feu. Il était moins bien. Il commence à revenir un peu mieux. D'ailleurs, sur Canal, on parle de ton travail, on parle de tout ce que tu as réalisé avec. Et après, quand tu es allé sur ton site, j'ai vu qu'en plus, c'était un des éléments que tu mettais en avant. On parle du fait qu'il aille mieux, que maintenant, il a un travail différent, notamment avec toi, mais qu'il n'y a pas que ça, il y a plusieurs choses qui vont pas bien. Quand on lit Thibaut Courtois ne va pas bien, c'est-à-dire, quand on dit il va mieux, ça veut dire qu'il n'a pas été bien. Est-ce que toi, tu es d'accord avec cette analyse-là? De dire qu'avant l'épopée en Champions, il n'est pas bien ou pas? Est-ce que nous, notre lecture à ce moment-là, elle est bonne? Non, la saison qui est donc fin de saison finale contre Liverpool, elle est exceptionnelle. C'est ma vision. Elle est exceptionnelle. Je faisais toutes les statistiques des matchs. Il était à plus de 2 arrêts décisifs par match, mais décisifs. Donc, un arrêt décisif, c'est comme celui que Gigio il a fait sur son côté gauche en demi-finale contre Arsenal. La frappe d'Odegaard, tu veux dire? Ouais, elle est monstrueuse. Ouais. Ça, c'est un arrêt décisif, d'accord. Moi, j'entends souvent, ouah, quel arrêt hier sur le championnat anglais, ouais, quel arrêt. Les arrêts où le gars frappe à 8 mètres de toi, mais qui sont dans ton environnement assez proche, c'est des arrêts simples. Les gens pensent que c'est extrêmement compliqué, mais c'est simple. Un coup de tête de 6 mètres qui t'arrive proche de toi, tu vas faire l'arrêt. C'est extrêmement spectaculaire, mais c'est assez simple pour ces athlètes-là. Et des arrêts décisifs, pour moi, c'est ça la nuance. 2 arrêts décisifs par match, c'est incroyable. C'est le plus gros ratio. Et il a fait, pour moi, une saison, mais incroyable. Incroyable. Ok. Parce qu'on a beaucoup parlé de Karim Benzema, à juste titre. Ah ouais. À juste titre. Mais c'est vrai que du coup, on oublie peut-être un peu, enfin, disons qu'on ne met pas assez en lumière, je trouve, le travail réalisé par Thibaut. On a tendance à le mettre plus en avant quand le Real va mal, comme cette saison, où le Real a beaucoup de mal défensivement et que Thibaut Courtois, le travail qu'il réalise est encore plus visible, on va dire. Mais je trouve que sur cette saison, comme tu dis, pour moi, il a été vraiment important dans le sacre du Real Madrid et je trouve que c'est un peu minimisé. Sur cette saison, si aujourd'hui, il n'y a pas un grand Thibaut Courtois tout le long de la saison, que ce soit en championnat, en Champions, etc., ils font jamais les titres qu'ils font. Jamais. Ok, d'accord. Jamais. On est d'accord. Et si tu veux, pour moi, alors je fais très rarement au match, mais j'ai été à ce match à Paris. J'étais derrière lui parce que les invités, on était derrière son but, si tu veux. Quand j'ai vu le premier arrêt qu'il a réalisé, j'ai dit, cette soirée va être une soirée sympathique. Parce que tu sais, quand tu as un arrêt qui est assez rapide dans le match, tu lâches beaucoup en termes d'adrénaline et tu as une confiance énorme, tu sais. Et tu sais que normalement,
ça devrait bien se passer, quoi. Oui. Mais pour moi, si tu veux, eh ben, c'était la touche finale de sa saison. Parce qu'elle était D'accord. tellement exceptionnelle Mhm. qu'il mettait un peu la cerise sur le gâteau. Ouais. Et c'était pour moi magnifique. Surtout que c'était un rêve. Parce que, justement, tu fais bien de le dire. Benzema fait un parcours incroyable, car exceptionnel, demi-exceptionnel, bref, on va pas revenir dessus. Il a eu Ballon d'Or amplement mérité. Mais, enfin, si je fais un zoom sur cette finale, j'ai regardé les versions, je me suis retapé le match, vraiment, avant de te recevoir. Les arrêts qu'il fait, notamment sur Sadio Mané, la frappe qui va taper le poteau finalement, elle est exceptionnelle. La frappe qui paraît molle comme ça, mais qui est reprise à bout portant par Salah, qui la ramène un petit peu alors qu'elle est derrière lui. Thibaut qui est parti à contre-pied arrive à se mettre au sol en une fraction de seconde pour la repousser d'une main ferme. Et 2 mètres 100 kilos. Hein. Voilà, c'est pas un petit gabarit, c'est pas un petit gabarit. On va arriver à faire ça. Hein. Pour qu'on arrive à ce genre de performance et de gestes incroyables, est-ce que ça fait partie du travail que vous avez réalisé ensemble sur des placements, sur des... Non, ça fait partie de ses aptitudes naturelles? Attention, il faut... Moi, c'est ce que je le dis toujours, hein, parce que c'est important. J'étais encore avec Luis Lopis la semaine passée. Pour moi, Thibaut Courtois, comme les autres, hein, quand ils ont des cellules extérieures, c'est des formulants. C'est-à-dire qu'il y a 10 ingénieurs, 8 ingénieurs, peu importe le nombre, et chacun a son rôle. Mm-hmm. Et c'est la compilation de l'ensemble de ces rôles et de ces compétences, et surtout, parce que celui qui réalise, moi je dis toujours, il n'y a qu'un acteur. Oui. On est des spectateurs, il n'y a qu'un acteur, d'accord? Et celui qui est acteur, c'est Thibaut. Donc c'est lui qui réalise. La performance, elle appartient toujours à la tête, jamais aux entraîneurs. Okay. Maintenant, pour répondre à ta question, moi, mon plus gros travail, il est sur la position de Thibaut, sur son orientation, dans l'espace, par rapport à ses épaules, sa posture. Tout ça, tous ces détails-là vont nous permettre d'être favorables pour répondre à l'exigence de l'action ou pas favorables. Okay. Tout le travail qui est lié à la technique, tout le travail qui est lié à tout ce qui est coordination, vitesse, explosivité, ça c'est tout Luis Lopis. Ça c'est tout son travail. Il fait un travail incroyable avec Thibaut et avec l'ensemble de ses gardiens. Et c'est pour ça que Thibaut aujourd'hui, il a une coordination extraordinaire par son chemin. Parce que depuis tout jeune, il a fait plusieurs sports. Il a des parents qui sont très sportifs. Le papa, c'est un ex-international de volleyball. Oui. La maman aussi était très sportive. Mm-hmm. Et Thibaut a fait du volley, du tennis, du foot quand il était jeune. Il a fait beaucoup de coordination. Oui. C'est pour ça qu'il a des grandes facultés de coordination qu'il continue à développer avec Luis Lopis parce qu'il est très créatif dans ses entraînements par rapport à ça. Et puis que ça lui permet d'être vraiment toujours au top niveau. Mmh. Tu vois, mais de nouveau, c'est toujours son chemin. Hein, parce qu'on arrive aujourd'hui, Thibaut, il n'a pas 25 ans. Non. Donc, il a un chemin de vie, il a un chemin d'apprentissage. Et puis après, il a un chemin de performance qu'il a petit à petit fluctué dans le positif et surtout dans la grande performance. D'accord. Je t'ai parlé de la finale face à Liverpool. Est-ce que dans ton travail de préparation au prochain match, potentiellement, tu me disais qu'il y avait, par exemple, pour une approche de finale de Ligue des Champions, vous travaillez ça ensemble quand même sur comment l'aborder. Il y avait une approche qui était un peu différente. Non, moi je travaille jamais sur l'approche. Moi je travaille toujours sur ce qui est réalisé. Donc tu travailles après la performance. L'approche, c'est Luis Lopis qui s'en occupe. Ok. Toi, tu es sur la pré-performance. J'analyse la performance. Mon job, moi, c'est analyser la performance. Alors c'est clair, quand tu analyses la performance, eh ben, évidemment que aujourd'hui, tu prépares. Mais tu prépares pas sur Liverpool. Tu vois? Moi, globalement, par exemple, attention, Salah, ça, etc., etc. Moi, aujourd'hui, je vais simplement mettre, je te donne un détail, parce que pour moi, il est extrêmement intéressant. Une année avant Liverpool, on a City. Mm-hmm. Et on prend un but contre Mahrez. Et Mahrez, si tu veux, il est assez proche de nous, à 9 mètres. Et Thibaut anticipe sur la situation, sur le deuxième poteau. Et il nous la colle au premier, tu sais. Et on prend. Ouais, je vois très bien. Et là, je dis, dans l'analyse, je dis, on va plus jamais prendre un but pareil. Thibaut, dans ces situations, tu restes dans ta position, avec cette posture, avec ses mains qui sont basses. Parce que le mec, il est proche de toi. Quand l'attaquant, il a 7, 8, 10 mètres, 11 mètres de moi, les mains doivent être proches du sol.
Autrement, je ne peux pas déclencher. Si j'ai mes mains qui sont proches du sol, parce que qu'est-ce qui est difficile pour nous? C'est d'aller vite en bas. Hauteur, c'est beaucoup plus facile quand le ballon est en bas, si tu veux, qui passe. Les gens ne se rendent pas compte de ça. Quand le ballon part du sol et qu'il monte en mi-hauteur, c'est beaucoup plus facile pour nous de déclencher. Ouais. Par contre, pour aller chercher loin en bas, c'est extrêmement compliqué. Oui. Pour ça, si mes mains sont pas proches du sol, j'ai pas ce que j'appelle cette connexion main-ballon. Si moi je suis face à toi et je te lance une balle de tennis qui est assez proche de ton visage, dans un environnement assez proche comme ça, peu importe si tu es droitier, certainement que tu vas peut-être aller chercher la balle aussi comme ça, le côté gauche, tu sais, mais tu vas toucher la balle tout le temps. Parce que tu as en plus un effet de protection. D'accord? Oui. Mais si je te la lance en bas, ça va être extrêmement compliqué pour toi d'aller chercher. Ok. D'accord? Ok. Bon, et pourquoi tu arrives facilement à la toucher en haut? Parce qu'il y a cette connexion main-ballon. Après, ta capacité à toucher la balle au bon endroit, c'est ce qu'on appelle la coordination œil-main. C'est encore autre chose. C'est différent, ça c'est le détail, tu vois. C'est pour ça quand tu vois, par exemple, on a vu Gianluca Spinelli travailler avec les balles de tennis, que Luis Lepis fait aussi. Là, on travaille la coordination œil-main. Pourquoi on travaille avec une balle de tennis? Les gens, des fois, ils se rendent pas compte, tu vois. C'est pour qu'on ait cette coordination œil-main. C'est-à-dire que mon œil et ma main soient coordonnés pour amener la main exactement au bon endroit, au bon moment, pour toucher la balle de tennis en pleine paume. Tu vois, c'est ça qu'on fait. D'accord. Ok. Et puis, plus c'est petit, plus la précision est importante. Voilà. Donc, je reviens sur Mahrez. Je dis, nous, Thibaut, avec la force que tu as, avec l'explosivité que tu as, avec ta prestance, parce qu'attention, c'est pas un petit gars. Je veux dire, tu vois, le gars, quand il se met en bas, il prend de la place. C'est vrai. Et on met la pression sur les attaquants. Plus jamais on va spéculer ou anticiper, on va rester. Et là, on va être décisif. Et moi, pas le plus bel arrêt, mais l'arrêt qui était waouh. Enfin, il y a 2 arrêts dans ce match ils sont tous exceptionnels, hein, mais qui m'ont énormément plaisir. C'est sur Salah 2 fois. Une première fois à la 70e ou je ne sais plus, quand il veut enrouler, il veut la mettre au-dessus de notre épaule droite. Il n'arrive pas à la mettre assez haut, mais c'est ce que j'ai expliqué d'ailleurs sur Canal. L'orientation du corps de Thibaut, elle est juste, elle est parallèle à la ligne pour pouvoir aller chercher ce ballon si elle est dans la lucarne parce qu'il la sort. On le prend ça, la met à mi-hauteur et il peut la sortir aussi facilement. Mais si elle était en haut, il l'aurait sorti aussi. Et puis, à la fin, 82e, il est face à lui. Thibaut, il bouge pas et il lui met, mais je m'excuse de l'expression, une mine sur son côté droit, sort son bras droit et fait cet arrêt décisif. Et ça, pour moi, c'est un arrêt que tout le monde dit, ouais, magnifique arrêt, mais sans plus. Mais pour moi, c'était extraordinaire parce que c'était la même situation que Mahrez. Pas du même côté, si tu veux, mais même contexte. Il reste, il fait l'arrêt décisif. Ok. Là, toi, tu peux mesurer l'apport, justement, le travail réalisé entre l'échéance Mahrez et la confrontation avec Salah. Tu vois la correction. Oui, mais surtout, je reviens à ce que j'ai dit. Hein, on est une 10 ou une 20. Oui, bien sûr, c'est pas que toi. Moi évidemment. Qui crée la performance. Non, évidemment, c'est pas que toi. Ça, mais ce travail d'ensemble permet d'aboutir à ce genre d'évolution. Moi, c'est une grande satisfaction. Hein. Je veux dire, je prends toujours, je m'excuse un peu de parler de ça, mais match Italie-Belgique ou Belgique-Italie, je ne sais plus maintenant, peu importe. On a Insigne qui nous marque un but sur le côté gauche, au-dessus de notre épaule gauche. Parce qu'on est orienté d'une certaine manière. Et quand on a pris ce but, ça m'a rendu fou. J'ai dit, on doit changer quelque chose. Mais on en reparlera après certainement dans l'évolution. Et on a modifié notre position. Et à partir de ce moment-là, il n'a plus jamais pris un but comme ça. Alors, tu me pardonneras si jamais je fais un faux pas, parce que je trouve que la subtilité, elle est importante. J'essaye de bien comprendre ton champ d'action par rapport au champ d'action des autres personnes qui peuvent l'entourer. D'accord? Donc, n'hésite pas à me corriger si jamais je fais fausse route. Est-ce que tu as, dans tes analyses post-match, là, tu me parles de scénario particulier, tu me parles du but de Mahrez, tu te dis, on reprendra pas un but pareil, tu me parles du but d'Insigne, pareil, ça t'a perturbé, ça t'a agacé. Est-ce qu'il y a une faiblesse que tu as remarquée qui était, entre guillemets, omniprésente dans le jeu de Thibaut, qui aujourd'hui n'en est plus une du tout? Non. Je vais t'expliquer quelque chose. Et ça, on en vient un peu, on pourra peut-être développer ça. Aujourd'hui, le foot, et que ça plaise ou ça déplaise aux gens, il progresse tout le temps. Ok. Ça, c'est très important. Mais c'est très important parce que tout le monde, bien sûr qu'on est 11 contre 11 au départ avec un ballon au milieu. Oui, bien sûr. Mais si tu me laisses 3-4 minutes, on va juste parler de l'évolution. Ouais, bien sûr, on est là pour ça, vas-y.
Tu prends, tout le monde le sait, changement en 92, changement de règle pour le jeu au pied. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On a d'abord construit un pied. Pas deux pieds, un pied. On a fait 10 ans, grosso modo, pour dire, début 2000, il faut que j'aie un bon pied. Donc, le droitier, tu lui faisais travailler son pied droit pour qu'il puisse être capable de faire, et ce qui était normal qu'il n'était pas capable, parce que c'était pas son job à ce moment-là. Donc, c'était capable de jouer le court, mi-long et long. D'accord? Ça, c'est l'évolution. Jusqu'en 2000, plus ou moins. Où tu vois un exemple super, parce que Fabien Barthez avait un super pied, et il a pu s'exprimer très rapidement. Mais beaucoup d'autres gardiens étaient en difficulté par rapport à ça. C'est vrai. D'accord? Bon. Après, tu as une mutation. Des nouveaux entraîneurs. Une créativité, une sensibilité. Bien sûr, on parle toujours de l'Espagne, de Barcelone. Bien sûr, ça vient de là, mais ça vient surtout, au tout départ, si tu prends, hein, ça vient des Pays-Bas. Hein. Oui. C'est Cruyff au départ bien sûr. qui amène ce football-là. Et puis gentiment, on va le développer. Quel est le développement? Après, on se dit, le gardien, il faut peut-être qu'on puisse le faire travailler différemment. Mais on reste encore dans un schéma tactique où le gardien est très proche de son but quand il joue au pied. Mais on essaye, pour éviter qu'il soit en difficulté, d'avoir les deux pieds. On puisse travailler pied droit, pied gauche. Hein? Et on se rapproche vers des années 2010, 12, ou même plus, tu vois. Mais là, tu as des créateurs. Des créateurs comme Guardiola, comme Bielsa, comme tous ces gens-là, comme Deserbi aujourd'hui, Thiago Motta qui était à la Bologne, pas à la Juve, etc. C'est des créateurs, ces gens-là. Et là, je parle du pied, mais après, je vais aller sur le reste. Hein. Ouais. Ces gens-là, ils disent, OK, mais il faut qu'on l'utilise, ce gardien. Mais il faut qu'il devienne vraiment un joueur. Il faut qu'il devienne un 11e joueur quand j'ai le ballon. Donc, tu as une première mutation technique. Cette mutation, elle va devenir tactique. Parce que quand tu as les deux pieds, après, il faut savoir dans quel espace tu vas venir, où je me positionne pour créer la supériorité numérique, où je me positionne pour créer un angle de passe. Toutes des choses qui sont très simples, que tout le monde connaît en tant que joueur, mais que nous, on doit apporter aux gardiens. Donc, tu vois des gardiens commencer à se déplacer, être proche de la ligne des 16 mètres sur les côtés, hein, latéralement, etc., etc. On est dans un autre football offensivement. On est dans un autre football offensivement. On a d'abord eu la technique et après, on a eu l'aspect tactique. Et maintenant, on voit le développement et ça va continuer dans ce sens-là. On a eu aussi évidemment ce changement de 2018-19, combien c'était ce changement pour les 6 mètres? Je ne sais plus maintenant. On a eu le changement des 6 mètres. Tu sais, elle était 2019. 2019, changement. 2019, 6 mètres, tu peux avoir des joueurs à toi dans les 6 mètres. Ça change tout. Pourquoi ça change tout à ce point? Parce que tu peux jouer court et ressortir en zone 1, la première zone dans tes 16 mètres, en étant en possession tout de suite. Tu peux demander à ton défenseur axial ou autre de jouer avec toi et t'es déjà un autre défenseur. T'es déjà 11, quoi. T'es déjà 11 en vrai à utiliser le ballon. Tu boostes toute la pensée auparavant qui était faite du gardien qui commençait à se mouvoir dans l'espace pour créer ses angles de passe. Et là, vraiment, de 19-20, c'est le dernier coup que tu as besoin, c'est-à-dire l'aide des règles qui disent « Ok, venez dans les 16 mètres. 3, 4, 2, 5, c'est égal. Vous êtes libre. Vous n'avez plus besoin de sortir le ballon des 16. À partir de là, tu es dans un jeu de possession. » Ce qui n'était pas le cas avant. Avant, tu devais jouer pied droit, pied gauche. Avant, comme le joueur qui avait le ballon, il fallait que tu te proposes, tu étais déjà dans un aspect tactique. Mais tu n'étais pas vraiment dans un jeu de possession. Et le jeu de possession, sa mutation complète, elle est lignée, elle est dictée, si tu veux, par ce changement de règle de 19-20. Tu vois, et là, on a vraiment l'aspect tactique qui doit être développé avec le gardien de but. Et si on va plus loin, c'est ça qui est important. Les entraîneurs de gardiens, ils doivent faire des licences aujourd'hui. Licence UEFA pour être entraîneur de gardien. Cette licence UEFA, elle te pousse pour être adjoint. Un vrai adjoint. Tu dois aujourd'hui passer des diplômes pour entraîner des équipes en même temps que tu entraînes tes gardiens. Parce que justement, il faut avoir cette capacité de lire pas seulement ton homme, mais le bloc,
les 6 ou 7 qui sont devant toi. Pour comprendre ce que l'entraîneur va te demander, c'est pas toi qui vas aujourd'hui décider de ta ressortie de zone 1, mais tu dois comprendre ce jeu, tu dois comprendre ce travail avec ce bloc pour arriver à travailler. Je vais plus loin, je vais un peu plus loin, puis après je vais aller sur d'autres choses. Pour le jeu au pied, parce que les gens ne se rendent pas compte. Le développement de la technique, aussi extrêmement important. On a dit, oui, pied droit, pied gauche. On a dit aussi jeu long. Mais la différence du jeu long, la subtilité, il y a 2 jeux longs différents. Avant, on en utilisait quand? On faisait ce qu'on appelle chez nous un chip, c'est-à-dire un ballon, tu sais, qu'on a fait un peu rétro, qui allait assez haut, mais qui allait très loin. Oui. Et puis, il y a un mec, Ederson, qui a un pied incroyable. Incroyable. Parce que c'est le seul mec au monde sur un pas qui a 80 mètres. Mais 80 mètres en vitesse, pas avec un effet rétro. Donc, il est capable d'aller chercher une situation de 1 contre 1. Il l'a déjà fait plusieurs fois. On l'a encore vu avec Haaland. Il a fait plusieurs assists. Mais si tu regardes au niveau technique, puis si on vient sur la formation, la compréhension du jeu, ça veut dire qu'en formation, tu dois expliquer à ton jeune gardien, et tu dois lui créer en termes d'apprentissage le jeu au pied tout simple, court, intérieur du pied, tout ce qu'on connaît, mais la capacité de jouer avec un effet rétro comme on le connaît aussi, mais aussi un coup du pied. Et un coup du pied avec 2 variations. Une qui est haute, mais pas très haute, mais qui est haute pour aller donner de la vitesse au jeu, et une au sol, parce que quand tu vas chercher un mec à 35-40 mètres dans l'axe, tu frappes pas intérieur du pied. Parce qu'intérieur du pied, t'as pas assez de force. Et ton temps de passe, il est trop long. Donc, le gars, il va être sous pression. Donc, tu dois utiliser coup du pied, rater. Imagine-toi tout ce changement, ce que ça apporte aujourd'hui en termes d'exigence à l'entraînement, tant au niveau de la formation que chez les professionnels. Énorme. Ouais, je finis après sur une dernière et après, Non, mais vas-y, moi, ça me fascine, continue. Parce que les exigences. Maintenant, je te parle d'une autre chose. C'est pour ça que la créativité des entraîneurs nous pousse toujours, nous, à nous adapter, à travailler différemment pour progresser. Parce que pour répondre à ta question de départ, tu disais par rapport à Thibaut, tu vois. Et maintenant, je viens sur les faux pieds, ce qu'on appelle. Il y a 20 ans, combien d'équipes jouaient avec des faux pieds? Qu'on appelle un faux pied, c'est-à-dire qu'un droitier qui joue sur le côté gauche de l'attaque ou un gaucher qui joue sur le côté droit de l'attaque. Il y a 20 ans, combien tu avais de faux pieds? Peut-être 1. Ouais, c'était pas commun. Aujourd'hui, quelle équipe ne joue pas avec un faux pied? Oui. Ok. Ça paraît banal. Un des premiers qui a mis ça en place, souviens-toi de Ribéry et de Robben à Bayern Munich. C'est l'image que j'avais en tête. J'avais Robben et Ribéry qui repiquaient dans l'axe. Voilà. Et surtout, comment ils frappaient. Parce que j'ai donné une différence. On en discutait avec Arsène Wenger qu'on était ensemble à FIFA justement pour certaines situations. Parce qu'on parlait de Thierry Henry. Thierry Henry était un faux pied, mais pas un vrai faux pied. Je m'explique. Il jouait souvent de l'autre côté de son pied, d'accord? Mais, ses épaules, elles étaient face au gardien. D'accord? Et puis, il enroulait. Ça, tu le voyais assez souvent, tu vois. Mais c'est pas la même situation que Robben. Non. Robben ou Ribéry, quand ils frappaient, c'était des vrais faux pieds qui, eux, leurs épaules, elles étaient perpendiculaires à la ligne de but. Parce qu'ils allaient chercher, si par exemple Robben allait chercher au-dessus de mon épaule droite pour enrouler. Ce que tu vois tout le temps. Yamal qui a marqué contre Madrid ce deuxième but magnifique. J'allais te le dire. Tu vois, j'allais te le dire. Pour donner ce type-là. Avec Yamal, je reviendrai dessus parce que c'est un détail sur lequel c'est difficile de pouvoir contrer ce genre de choses. Mais je te dirai pourquoi. Eh ben, ces faux pieds-là, ça va t'amener après une réflexion. Parce que nous, normalement, quand j'ai un joueur qui vient face à moi, mes épaules, c'est la base d'un triangle de frappe. Oui. Tu vois? Donc, mes épaules, elles sont face au mec pour couper. D'accord? Mais quand je fais ça, sur un faux pied, j'ouvre complètement, si j'ai par exemple un droitier qui arrive face à moi, là, mon côté gauche, donc c'est un droitier à droite, eh ben, je vais mettre mes épaules comme ça, et puis je vais pouvoir couper tout l'ensemble des frappes. Oui. Mais si j'ai un gaucher avec ses épaules qui sont perpendiculaires à la ligne, lui, il peut aller me chercher l'angle de profondeur qui est au-dessus de mon épaule droite. Et beaucoup de gardiens encore n'ont pas changé cette orientation. Beaucoup. Mais je te parle du top niveau. Je te parle du top niveau. Beaucoup ne l'ont pas changé. Et ils ouvrent toujours cette solution-là. Et c'est goal. Tu prends Raya contre Porto. Il y a une année. Il prend un but depuis sa droite. Je ne sais plus qui il frappe. C'est de nouveau une situation avec, si tu veux,
un droitier qui est sur sa droite, donc qui est sur le côté gauche de l'attaque. Et Raya, il est à 2 mètres de sa ligne avec les épaules face au mec. L'autre, il enroule. Goal, 1-0. Mais alors dis-moi, pour que ce soit très précis, toi pour toi, pendant que le joueur qui va frapper a les épaules perpendiculaires à la ligne, donc il est carrément presque de côté par rapport au gardien. Si c'est un faux pied, ouais, je change mon rotation. Alors toi, en tant que gardien, tu la diriges comment ton corps, toi? Eh ben, mes épaules sont parallèles à la ligne. D'accord, ok. Tu vois, pour plus ouvrir. Ok. Et puis je suis Au lieu de te mettre face au joueur, tu te mets face vraiment, enfin tu te mets parallèle à ta ligne. Donc je suis pas naturel. Je suis pas une position naturelle. Hein. Ouais. Je peux fermer cet angle de profondeur. Ouais. Avec au lieu de suivre, un certain décalage, si tu veux, sur le deuxième poteau. J'ouvre pas mon premier. Hein. Ouais, bien sûr. Faire le step et pousser. Faire le pas et pousser. Okay. Mais justement, alors tu me parles de ça. Oui. On a l'exemple de Yamal. Yamal, c'est exactement ce qui se passe. Mais je viens après sur les. Tu vois, c'est bien que tu. Excuse-moi, c'est l'échange. L'échange me captive. Eh ben, il a fallu réfléchir comment faire pour contrer ça. C'est toute l'histoire de Insigne, tu vois, par exemple. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler là-dessus, puis qu'on a discuté avec Thibaut pour ne plus être face à ces situations-là. Il y a plein de choses comme ça, hein, sur ces situations de 1 contre 1, où tu vas venir fermer, etc. Parce que je vais parler d'un autre truc, d'une autre nuance aussi qui est mal comprise, surtout en France. Yamal, la seule chose où tu peux être en difficulté, c'est ce qui s'est passé quand on a joué en championnat contre eux, c'est qu'ils jouent en une touche. Ouais. Et ça, tu as le ballon qui part de ta droite, chez nous, qui arrive sur Yamal à gauche. C'est un temps de passe sur 12-15 mètres, tu vois. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je suis face au gars qui est là. Je me déplace. Et le problème, parce que c'est obligé, hein, je me déplace, j'arrive sur mes appuis quand Yamal frappe, parce que lui, il frappe direct. Et là, j'ai pas le temps de changer mon orientation. Ouais, il est fort. Et oui, et c'est ça qui me pénalise, tu vois. Et tu verras, de plus en plus, on va voir ces situations, parce que ces situations de une touche, t'en as beaucoup, mais pas de faux pieds, mais t'en as beaucoup de ces situations. Le ballon, il est dans le box, dans les 16 mètres, il est sur le côté, puis il vient dans l'axe, frappe direct. T'en as énormément de situations comme ça. La plupart des équipes, elles cherchent ça. Pour nous, c'est déjà compliqué. Parce que ça va très vite, tu vois, en une touche. J'arrive sur les appuis, pouf, je l'ai déclenché. Mais alors en plus, si je dois corriger, c'est-à-dire que je vais être capable de lire avant, c'est impossible, parce que je le vois pas le gars, tu vois, au départ. Donc j'arrive pas à le corriger. Donc c'est, aujourd'hui, ce but-là, tu sais, je l'ai dans la tête, là-dedans, c'est, de nouveau, pour moi, une matière à réflexion. Est-ce qu'on peut faire quelque chose et qu'est-ce qu'on doit faire? Et maintenant, je viens sur un dernier. Après, je te laisse ouvert. Mais non, vas-y. La croix. Tu sais, quand tu ouvres les mains et les jambes. Alors, ça, je profite de ton émission pour en parler. Parce que là, pour moi, il y a un patchwork incroyable. C'est aujourd'hui une technique qui a été utilisée au départ par les Allemands. On la compare au hand, ce qui est une hérésie totale. Si tu compares ça au hand, ça veut dire que tu compares une action bien précise dans le foot, qui est un centre et une frappe de la tête, où toi, tu viens avec ton corps ouvrir pour faire opposition. Alors oui, quand tu viens ouvrir comme ça, parce que tu sais que tu peux rien faire d'autre, tu avances et tu viens chercher, et puis tu espères que le ballon va te toucher, oui, là, tu es dans une situation de hand. Autrement, la croix n'a rien à voir avec le hand. Maintenant, pourquoi la croix, elle existe? Pourquoi? Parce qu'avant, et là, tu vois, on va faire la relation avec le faux pied, c'est ce qui va te faire rire. Avant, qu'est-ce qui se passait? On arrivait, on sortait comme des fous, soit côté gauche, soit côté droit. Qu'est-ce qui se passait il y a 25 ans qu'on sortait comme ça? Les mecs, ils ont compris qu'ils pouvaient piquer. D'accord? Ils piquaient le ballon, ils la mettaient par-dessus. Combien tu as vu de buts où les gars, ils piquaient? Combien? Reprends les images de 90 à 2000. Non, c'est vrai. Énorme. Et on a dit, ouais, mais attends, les Allemands, ils font ça. Mais quand ils font ça, ils ferment droite, gauche, pied et main, mais ils ont un corps qui est haut. Quand je viens fermer, et après je viendrai sur un détail parce que tu peux pas faire cette technique n'importe comment, il y a des distances pour la faire. Quand je viens fermer comme ça, je ferme 3 espaces. À ma droite, à ma gauche et en haut. Il peut plus piquer, le joueur.
L'espace qu'il peut trouver, c'est entre ta main et ta jambe. Et ta jambe. C'est tout. Oui. Terminé. Mais cette technique-là, tu peux pas l'utiliser n'importe comment. Cette technique, tu l'utilises quand le ballon, le joueur est à moins de 6 mètres de toi. Là, tu vas venir fermer. Tu vois? Et c'est en allant fermer que tu vas pouvoir faire l'arrêt. Je vois. Et quand tu peux venir fermer, et Thibaut est un très bon exemple là-dessus, parce que c'est clair qu'il prend beaucoup d'espace, mais aussi parce qu'il est toujours dans le rythme de l'action. Parce que cette technique-là, elle t'oblige une chose, c'est de déclencher ton mouvement avant la frappe. Parce que si tu déclenches au même moment que le mec qui frappe, tu vas la prendre souvent sous toi. Oui. Tu n'as pas le temps d'être au sol. Et c'est ce seul mouvement, si tu veux, tu es en action dans l'action. Tu vois? Et c'est cette nuance-là. Et c'est important qu'on en parle, parce que souvent, il y a des confusions avec cette croix, qu'on dit, ouais, mais pourquoi l'a fait? Oui, ben, pourquoi on l'a fait? Pour ça. Et aujourd'hui, on fait un nombre d'arrêts décisifs dans ces situations qui est extrêmement important. Et si je te prends 2 matchs contre Barcelone, justement, ce but où Ceballos et puis Mbappé s'entendent pas sur le ballon, on le perd à gauche, il vient directement sur Rafinha. Thibaut avance, se bloque à 5 mètres. Rafinha est à 14 mètres, il avance et il frappe. Il la met pas très loin de lui d'ailleurs. Non, mais par contre, il déclenche comme ça parce que tu peux pas rester en bas, si tu veux. Et puis, j'expliquais à Thibaut, j'ai dit, dans cette situation, est-ce qu'on n'a pas meilleur temps de pas s'arrêter, de venir fermer, Lui sortir directement dans les jambes. Oui, parce que tu lui mets la pression, tu ouvres, tu sais quand tu ouvres, parce que l'attaquant, il a toujours le même rythme au niveau de sa prise d'info. 1 ou 2 pas avant qu'il va frapper, il regarde le gardien, il regarde ce qu'il est en train de faire. À ce moment-là, il décide de son action. Et c'est nous, à ce moment qui est très important, qu'on doit l'amener sur une situation difficile, tu vois. Oui. Et si tu avances, eh ben, tu prends un maximum d'espace. Et tu as beaucoup plus de chances, parce que tu vas arriver à 3 mètres de lui, de toucher le ballon et d'être décisif. Et ce qui est extraordinaire, c'est le match d'après. Thibaut, sur un match de championnat maintenant, c'était contre, je sais plus, j'ai un trou, pas grave. Le match d'après, situation exactement la même, mais sur son côté gauche. Il est venu à 11 mètres, hein. Il s'est pas arrêté, il est venu, boum, il a fait l'arrêt avec sa main, en l'occurrence droite, et il était décisif. Et tu vois, c'est ça, tous ces détails qu'on va travailler. Et c'est important pour moi que les gens qui écoutent cette émission, eh ben, comprennent pourquoi on utilise la croix. Oui. Dans ces situations, et pourquoi? Parce que mon corps me donne un angle de plus à fermer. Et grâce à cet angle-là. Mais il faut pas avoir peur du ballon, parce que si tu as peur du ballon, tu pars en rotation et tu utilises moins de surface, c'est-à-dire que tu as moins de surface pour faire face à l'opposition du ballon. Alors, tu n'arrêtes pas de t'excuser de prendre du temps dans cette émission pour parler de détails importants. Tu es là pour ça. Donc, ne t'excuse plus, s'il te plaît. Je te fais venir dans cette émission pour me régaler de détails importants qui me fascinent et dont on n'a absolument pas connaissance, nous, qui regardons le football tous les jours. Pour le petit complément d'info, il me semble que c'est Mallorca le match d'après. Oui, exactement. Où Thibaut fait effectivement cette parade. Je t'amène sur un autre point. Alors déjà, juste avant que je t'emmène sur cet autre point, tu me dis, faut pas avoir peur du ballon. Ça arrive qu'au haut niveau, comme ça, parce que, tu sais, nous, on voit les mines qui sont lâchées. Par exemple, tu as pris l'exemple tout à l'heure de Donnarumma sur la demi-finale face à Arsenal. Effectivement, il voit rien, il prend une mine à presque bout portant. En tout cas, il est déjà dans la surface de réparation. Regarde, quand il frappe, ça arrive encore pour un gardien de très haut niveau d'avoir ce réflexe de peur du ballon parce que c'est trop violent. Alors, c'est une question extraordinaire. La peur du ballon, tu l'as que sur des situations qui sont proches de toi. C'est-à-dire une mine, parce que tu as raison, c'est des mines. Le magnifique arrêt que Djigo fait à gauche sur la reprise, qui est à 15 mètres, tu vois. Oui. La distance, Djigo n'a pas peur du ballon, hein, mais la distance fait que tu peux pas avoir peur du ballon. Okay. Tu as peur du ballon sur des distances de 2 mètres à 10, 11 mètres. C'est là que tu peux avoir peur du ballon. Oui, il y a des gardiens qui ont peur du ballon. C'est-à-dire que c'est en eux. Alors ça, c'est après, tu dois faire un travail qui est beaucoup plus important, soit en PNL, donc en programmation neurolinguistique, soit en hypnose ou autre, pour arriver à enlever ça. Okay. Comment tu observes ça? C'est ça qui est intéressant. Je vais te donner un exemple. Pickford. Ouais.
Pickford, tu l'analyses et tu regardes dans des situations où l'attaquant est entre 7 et 10 et 11 mètres. Ballon au sol. Il a ses mains qui sont proches du sol, donc il est juste au départ de la posture. Quand le ballon part, donc le ballon est au sol. Quand le ballon est frappé et qu'il est au sol, qu'est-ce qu'il fait Pickford? Il monte ses mains. Et après, il redescend. Ça, c'est un signe, mais c'est en toi. Hein. C'est-à-dire, c'est un mouvement de protection. Ok. Te protège. Donc c'est pas quelque chose que je fais, c'est de l'instinct si tu veux. Je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est un mouvement qui est ancré en toi, de protection. Oui, oui. C'est comme un joueur qui est dans le mur et qui met sa main devant le visage. C'est de la peur. Donc lui, malheureusement, il fait ça. Et puis après, pour aller arriver au sol, ah ouais, c'est incroyable. Si tu prends le but final du championnat d'Europe, tu vois, le Métis, qui est un super joueur. Qu'est-ce qu'il fait? Il frappe. Il a 8 mètres de Pickford, il frappe à 1,50 m de Pickford et c'est cool. Et moi, ça me tue que ça existe, ça. Et Pickford, si tu regardes dans les situations de duel 1 contre 1, quand le mec il va frapper, qu'est-ce qu'il fait Pickford? Je vais te le montrer en direct, comme ça, regarde. Tac. Il part en rotation. Ça, c'est de la crainte du ballon? Ouais. C'est un réflexe de crainte du ballon. Ouais. Tu veux protéger ton corps, t'as peur. Parce que moi, les buts où je me dis, mais comment ils font pour pas avoir peur? Et j'ai même l'impression, parce que des fois, j'ai l'impression qu'ils balancent leurs mains en l'air, ils tournent presque le visage parce qu'ils ont peur de se prendre le ballon dans la tête. C'est typiquement les buts que mettait beaucoup Ousmane Dembélé, où il va feinter, il est presque dans les 6 mètres, et il te lâche une frappe, un boulet de canon qui va sous la barre, qui tape en général le filet qui est en hauteur. Là, je me dis, un gardien... il y va en se disant, je vais faire mon angle et je vais essayer de la contrer. Mais il y a quand même cette crainte. Moi, personnellement, je peux pas y aller sur un ballon comme ça. Mais alors, je vais t'expliquer. C'est qu'il faut que tu regardes d'abord sur l'impact. Au moment que le ballon est frappé, il faut regarder le corps comment il est. Et puis Williams dont tu parlais. Tu parlais de Williams du côté de l'Espagne. Ouais, exactement. Merci. Et je veux dire, à l'impact, comment tu es, regarde Thibaut quand il va sortir, quand il fait sa croix, il a les yeux toujours fixés sur le ballon. Ok. Après, quand le ballon il passe, s'il passe, automatiquement tu vas suivre le ballon, tu vois. Donc après, ta tête elle va tourner. Mais sur le moment quand le ballon part, t'es là, et quand le ballon est à 3 mètres de toi, t'es encore là, tu vois. C'est fou. Ok. Et Pickford va partir. Mais il y a d'autres gardiens. Hein, je te parle de Pickford. Oui, tu me dis Pickford, c'est pas pour stigmatiser lui. Et c'est en eux. Et c'est très peu lu parce que les gens regardent pas ça. C'est difficile. C'est parce que tu bloques les images que tu vois ça. Mais ce mouvement-là, tu vois, du gardien qui monte ses mains, c'est clair, ça le condamne. Mais surtout que le gardien, si tu lui dis est-ce que tu as peur du ballon, il va dire non. Très honnêtement, en plus, c'est même pas pour se cacher, très honnêtement, il te dira non. Ah, bien sûr, c'est clair. Il faut qu'il désapprenne ça peu. C'est waouh. Ah, puis c'est ancré en toi, hein. Ah ouais. C'est pas comme si tu fais un mauvais geste, hein. Non. C'est ça qui est important. Aujourd'hui, je te donne un autre exemple. On l'a pas tous vécu. Mais si tu as une plaque qui est chaude, tu mets ta main sur la plaque chaude, automatiquement tu vas l'enlever ta main. C'est un réflexe. Bien sûr. Hein, c'est un réflexe. Alors, je vais pas entrer dans ouais, les bien détails, sûr. mais... C'est fou, c'est passionnant, c'est incroyable. D'accord, ok. Bon, je t'emmène sur un autre point qui, pour moi, reflète cette incompréhension un petit peu qu'il peut y avoir dans le poste de gardien. C'est, encore, comme je te disais, on a tendance à dire un gardien, il fait un excellent match quand tu le vois. Typiquement, je vais te donner des exemples. Inter, Barcelone, Yann Sommer, incroyable. Je connais très bien Yann Sommer, j'ai pas besoin de te faire un dessin. Gardien de l'Inter Milan, international suisse. Il fait un match incroyable. Il a une dizaine d'arrêts à son actif. Il prend 6 buts sur les 2 matchs. Mais on dit que sur les 2 matchs, il est incroyable. Donnarumma, à contrario, 3 arrêts peut-être dans un match face à Liverpool, match aller au Parc des Princes. Il prend le but sur les très peu d'arrêts qu'il a à faire. Tout le monde dit, il n'est pas décisif, c'est incroyable, il prend un but. Autre exemple, j'ai regardé la dernière finale de Ligue des Champions disputée par Thibaut, le gardien de Dortmund, Kobel, qui est incroyable sur ce match. Je le trouve incroyable. Il est plus complexe cet exemple-là, parce qu'il fait beaucoup d'arrêts. Mais je trouve que les 2 buts qu'il prend, surtout celui de Vinicius, pour moi, il peut faire quelque chose de mieux que ce qu'il fait. Alors, tu me diras, toi, en tant qu'analyste vidéo, on peut toujours faire mieux que ce qu'on fait. Mais je trouve que sur cette action, il est pas loin de faire quelque chose de mieux. Bref, c'est ma lecture.
Tu me corrigeras si je me trompe. Comment toi, tu vois ces performances-là? Alors, tu peux me les prendre une par une ou les globaliser, mais comment tu vois ces performances-là? Qui fait un bon match, qui n'en fait pas un? Avec qui on est trop dur? Avec qui on ne l'est pas? Avec qui on est trompé? Tu me parlais tout à l'heure des arrêts où tu me disais, les gens sont toujours à dire, oh, c'est un arrêt incroyable, notamment en première ligue, alors qu'en fait, c'est dans ta zone. C'est plutôt sur toi, c'est plus un réflexe que tu as, plus que vraiment une parade où tu vas chercher le ballon. Exemple de Donnarumma face à Arsenal. Dans les 3 exemples que je t'ai cités là, comment tu lis ces performances-là, toi? Alors, avant que j'explique comment je les lis, parce que c'est après dans le détail, moi, ce qui est important, aujourd'hui, on évalue très mal les gardiens, mais même les instances, aujourd'hui, les évaluent mal. Quand tu vois quels sont les ratios que tu utilises, c'est les critères pour dire quel est le meilleur gardien. Un, c'est le clean sheet. Mais qu'est-ce qu'a à faire le clean sheet dans la performance du gardien de but? Aujourd'hui, le clean sheet, c'est la performance de l'ensemble d'une équipe qui défend. C'est ça la performance d'un clean sheet. On prend Yann Sommer pour donner Yann. Yann, au dernier championnat d'Europe, d'accord, il a eu un arrêt à faire tout le championnat d'Europe. Et c'est le dernier match où il fait son arrêt décisif à gauche. C'est le seul arrêt qu'il a fait en compétition. C'est la complexité du gardien de but. Après, je vais venir dans ce que tu m'as demandé. Hein. Moi, je dis toujours, j'ai une phrase qui a franchi mes frontières parce que j'ai donné pas mal de cours en Afrique pour la FIFA et tout. Et je l'affiche toujours, cette phrase. J'ai dit, le joueur donne la vie au ballon. Nous, c'est le ballon qui nous donne la vie. J'ai déjà vu cette phrase. Et elle résume bien. Je choisis pas. Je choisis pas mes actions. Je choisis pas si aujourd'hui je peux m'exprimer. C'est l'action qui va me permettre. C'est la grande différence avec l'attaquant. Si l'attaquant il a le ballon dans les pieds, il va pouvoir s'exprimer. Mais moi, j'ai pas ce choix-là. C'est l'attaquant et le ballon qui va me permettre de m'exprimer. Ça, c'est une chose d'abord très importante. On en revient sur les performances. Moi, je me suis exprimé aussi dans les médias quand il y a eu la magnifique performance d'Alisson. Oui. D'accord. Oui. Sur le match, ça rentre dans ces exemples-là. Et j'ai dit, Alisson a fait un match exceptionnel. Mais attention, Alisson n'est pas performant il n'est pas constant dans ses performances. Il est fluctuant. Il est capable de faire des choses magnifiques et après des choses un peu moins intéressantes. Et c'est comme ça qu'on va analyser. Alors après, comment j'analyse? J'ai une analyse assez globale, mais j'aimerais aussi, à part ces critères, on est aujourd'hui dans parce que tu peux pas faire autrement, on est dans une vie d'image. Les gens, la population en général, est dans l'image. Tu ouvres la télévision, tu regardes ton smartphone, c'est que de l'image. C'est pas du son, c'est de l'image. Et l'image, c'est le spectacle. Hier, j'ai regardé 2 choses, samedi et dimanche, qui te font pleurer parce que l'image te donne de l'émotion. Tu vois Ancelotti pleurer, et quand tu connais le mystère, tu fais waouh. Tu vois Modric, ça te prend. Quand tu es aujourd'hui un passionné, tu as les émotions qui montent. Tu dis waouh, c'est tellement fort. Hier, quand tu vois, on change de sport, je suis désolé, Rafael Nadal, ils ont fait une magnifique cérémonie pour lui. Magnifique. Je t'en passe, ça me met encore la chair de poule. Magnifique. C'est exceptionnel, mais qui ne pleure pas devant ça? C'est tellement beau. On est dans l'image. Le gardien, c'est l'image pour les gens. Ça veut dire, pour revenir à ce que ta question, tu vois, par exemple, tu prends Kobel, mais j'en prends d'autres. Tu les vois, prends Samba. C'est pour ça que je me suis exprimé avec Samba. Samba, quand tu le vois, il est hyper impressionnant qu'il fait un arrêt. Parce qu'ils sont explosifs. Parce qu'ils vont loin. Tu vois? Et tu les fais, waouh! Et c'est ça, en fait, que les gens se nourrissent. Mais je les comprends. Parce qu'ils vivent une grande émotion quand ils voient ça. Mais ils voient pas ce qui est avant. Et là, j'en reviens à ce que tu parlais. Kobel, il manque énormément de justesse tactiquement. Souvent, il n'est pas dans les bons espaces. Il n'est pas toujours dans le rythme de l'action. Sur les duels 1 contre 1, souvent, il est en difficulté parce qu'il n'est pas dans le rythme. Mais c'est clair que les gens, ils peuvent pas le percevoir, ça, parce que c'est le détail. Moi, c'est comme si je regarde une course de Formule 1 ou de moto. Je suis incapable de voir ce qui se passe, ce qui bien sûr. Tu vois, c'est normal. Alors, par contre, je vois l'image, je dis, waouh, comme ils arrivent à tourner. Eh ben, moi, c'est la même chose pour le gardien de but. Waouh, quel arrêt. Mais quand tu analyses les performances,
C'est toutes des performances qui sont différentes. Moi, je me suis exprimé sur le but que Gigio a pris contre Arsenal, où Trossard a le ballon sur son côté droit. Il est droitier, faux pied. Et puis, il y a Havertz qui va venir et qui va marquer de la tête à 5 mètres. Et puis, Gigio, il est entre deux après, puis il essaie de venir prendre la place. Et malheureusement, il prend le but. Et tout le monde a dit, oh, de nouveau, il n'arrive pas à sortir, il est catastrophique. On l'a tué sur cette action-là. Et moi, j'étais en direct après sur une autre émission. Sur RMC, il me semble, non? Ouais, exactement, sur RMC. Et je me suis exprimé là-dessus. Et j'ai dit, mais analysez l'action. J'aimerais prendre 2 minutes pour l'analyser. Maintenant, on va l'expliquer. Trossard, il a le ballon. Il n'y a pas d'opposition sur Trossard. Et là, je viens sur un point extrêmement important. Si Trossard, il a le ballon, il est droitier, ses épaules sont perpendiculaires à la ligne de but, ça veut dire qu'il peut frapper au-dessus de l'épaule gauche à Gigio. Et à cet instant, avant qu'il frappe, toute son intention, elle peut être donnée pour frapper au-dessus de mon épaule gauche. Donc moi, gardien de but, je dois défendre mon but. Et j'explique que Gigio est à 1m50 de sa ligne. Là, dans cette situation, Thibaut sera 50 cm de sa ligne. Parce que la première des choses, quand je suis gardien, faut que je défende mon but pour pas qu'il marque, le gars. C'est la première des choses. Je peux pas anticiper un centre quand le mec peut frapper. Je ne peux pas. Pas dans cette situation où Trossard est à ma droite, avec son pied droit, tu vois. Ouais. Donc, je dois rester. Et après, il met un magnifique ballon à 6 mètres sur Havertz. Et mais le temps de passe, il est hyper court pour aller venir chercher le ballon. C'est impossible. Ouais, il a pas. C'est impossible. Et on a condamné Donnarumma là-dessus. On l'a condamné sur cette action. Et c'est tout le marasme de Gigio, parce que ça fait un moment qu'il est dans ce club. Et puis, il a été, je pense, que c'est quelqu'un qui veut toujours aider. C'est quelqu'un de bon, qui veut aider sa défense. Et qui veut soulager sa défense. On dit toujours, ça aussi, je vais profiter de ton émission, il y a un mythe là-dessus. Tout ce qui est dans les 6 mètres, c'est pour nous. Mais les gens se rendent pas compte. Les centres aujourd'hui, c'est pas des centres comme on avait avant. C'est des frappes, les centres. Le ballon, il vient pas à 3 à l'heure. Il vient fort, le ballon. Pour aller le chercher, il faut qu'il y ait de la hauteur. Et Gigio, des fois, il se met en difficulté. Pourquoi? Parce qu'il veut trop soulager sa défense, puis il veut aider. Et puis il y va, mais il devrait pas y aller. Il ne devrait pas y aller. Et c'est là qu'il se met en difficulté. Tu vois? C'est toute la cohérence. C'est important ce que tu dis, c'est important ce que tu dis. Mais c'est extrêmement important parce que tu reprends le cas Benzema. Quand il marque ce fameux but, tu vas chercher. Mais au départ, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde dit, il est nul au pied, Gigio. Mais j'ai dit, mais allez chercher des vidéos, puis vous allez voir quand il frappe pied droit, pied gauche. Il est capable de vous toucher un cône à 50 mètres, Gigio. Techniquement. Il est très très bon. Ouais. Mais quel est le problème dans cette situation? Il a le ballon dans les pieds et son erreur, c'est que quand il a le ballon dans les pieds au départ, lui, il attend que ce soit Marquis qui arrive ou Verratti, pardon. Parce que c'est un des deux qui a donné la solution, parce que c'est leur schéma de jeu. Seulement les deux, ils viennent pas. Et l'erreur de Gigio, c'est d'aller pousser ce ballon après sur sa droite pour se donner du temps, pour voir si Marquis vient pas encore au dernier moment. Parce qu'il veut respecter ce qu'on lui a demandé. Mais c'est presque un côté affectif, tu sais. Tu vois ce que je veux dire? De bien faire. Et puis, il se passe ce qui se passe. Alors que dans ces situations, tu dois contrôler, c'est fermé, boum, tu joues long et tu prends pas de risque. Et maintenant, j'en reviens sur un détail. Regarde les 2 matchs de demi-finale. Luis Enrique, il est pas ressorti en zone 1, il n'est pas ressorti court avec Gigio. Il a eu 7 ballons, moi je les ai comptés en tout, sur 2 jeux courts, sur les 2 matchs. Il a toujours joué long. Quand il ressortait en zone 1, c'était en bas, il jouait avec les 2 axiaux. Mais pas avec Donnarumma. Okay. Mais pourquoi? Je sais pas, je suis pas dans leur... Mais c'est extrêmement intelligent. Pour pas mettre de pression. Ce qu'on a besoin, c'est tout l'aspect défensif avec toi. N'ayez pas de pression sur le jeu au pied. Moi, je l'interprète comme ça. Peut-être que je me trompe, mais je l'interprète comme ça. Et je me réjouis samedi pour voir, en termes de stratégie, ce qui va être mis en place. Et pour revenir à ce que tu disais, souvent,
L'interprétation de la performance du gardien, elle est liée qu'à l'image, au spectaculaire. D'accord. D'accord. Donc ça veut dire que de la même façon que tu m'as décrit l'action de Trossard avec Havertz, le but que met Harvey Elliott, Ouais. ce soir de Ligue des Champions là, pour toi, est-ce que si tu fais ton analyse, tu arrives avec ton joueur et tu lui dis cette action on doit la sortir, elle est pour nous, on doit la sortir, ou est-ce qu'au contraire, tu as une lecture que moi, comme plein d'autres gens, n'ont pas vue de ce moment-là? Parce que moi, j'ai le raccourci un petit peu à dire, oui, bon, bah, il a une action à faire, il faut qu'il la fasse. Mais bon, si ta frappe, elle est parfaite et que tu peux rien faire dessus, tu peux rien faire dessus. Qu'elle arrive que ce soit la 20e ou la première du match, c'est le même constat. C'est le même constat. Mais est-ce que toi, tu estimes que là, il fait vraiment tout ce qu'il peut, tout ce qu'il doit, ou est-ce qu'au contraire, tu estimes que ce qu'on a pointé du doigt, il y a un manque de concentration, il y a un manque de tout ce qu'on veut qui fait qu'on aboutit à un but? Comment tu la vois, cette action? Elle est complexe, cette action. Elle est complexe. Je veux dire, tu regardes Donnarumma, il fait très très peu d'erreurs. On dit, par exemple, il fait une erreur de main sur sa frappe à droite. Mais la frappe, elle vient forte pour avoir l'impact. Et c'est pour ça que j'ai expliqué aussi l'impact de l'arrêt quand il a fait à gauche, tu sais. Les gens, ils se rendent pas compte. Après, ils demandent des soins parce que son épaule, elle est détruite. Parce que quand tu arrives à l'impact et puis que tu es en extension complète, il n'y a pas besoin de faire bac plus 8 pour comprendre aujourd'hui l'impact où il vient. Il vient pas sur ta main. Après, il est transmis ici, sur ton épaule. Tes ligaments, ils ramassent, mais d'une façon incroyable. Les gens, ils se rendent pas compte souvent de ça, tu sais. Ils voient que c'est un super arrêt, mais ils se rendent pas compte de pourquoi. Et Gigio, il demande des soins parce qu'il est détruit, là. Une main, pour l'avoir hyper ferme, tu la fermes, mais à l'impact, c'est tellement violent des fois, tu sais, que malheureusement, tu n'arrives pas à faire la déviation pour qu'il sorte. Bien sûr. Moi, je me souviens très bien sur une frappe de De Bruyne contre City. Thibaut, il fait l'arrêt, il vient justement fermer, tu sais, en duel, et il prend le ballon pleine main. Pendant 10 minutes, il se masse la main. 10 minutes! Il a la paume en feu. En feu! Parce que le ballon, il part à 100, 120, 130 à l'heure et il vient de taper dans la main. Mais c'est pas une caresse, hein. Ouais. Tu vois? Et c'est pour répondre à ta question. Donc, pour moi, hein, je le regarde presque tous les matchs. Franchement, quand il a défendu son but, il a fait très, très peu d'erreurs, Gigio. Il a fait des erreurs quand il défendait l'espace. Il a fait des erreurs dans certaines situations parce qu'il est mal positionné, à mon sens. Je pense aussi que c'est quelqu'un qui reste trop longtemps trop haut, à l'image de Raya, pour te donner un exemple. Quand le bloc est haut, il reste très longtemps très haut. Pour moi, c'est pas intéressant. C'est mon. Il apporte pas nécessairement grand-chose à ce moment-là. Ça reste que moi. Je veux dire, je dis pas qu'il joue faux. Oui, bien sûr. Je fais aujourd'hui que je redescends plus vite. Parce que quand tu restes très haut, très longtemps, pour peut-être espérer de couper à 25 mètres, le problème, c'est que tu dois râler très, très vite après derrière. Et tu es dans le stress pour reculer, fermer, être en position, tu vois. Oui. Et moi, j'ai besoin de pas être dans le stress. Moi, j'ai besoin d'être tranquille, positionné, ancré, et après faire l'arrêt décisif, tu vois. Et ça, c'est être. Et Gigio, pour donner l'exemple, parce que de nouveau, on en vient toujours au même principe. Je veux aider. Je veux aider mon bloc. Eh ben, Gigio, moi, j'ai plein d'images où tu le vois courir face à son but. Face à son but. Parce qu'il est à la bourre, le ballon, il est parti sur la droite. Et lui, il était très haut, et il recule, il sprint dans son but. Et je te donne un exemple, parce que j'ai bloqué souvent des images quand j'avais des conférences, parce que j'avais des images où tu vois tout le terrain. Neuer, qu'on dit toujours, Neuer, incroyable, il est toujours offensif. Neuer, il est jamais plus haut que ses 16 mètres. À part sur un corner, ou à part sur autre chose, c'est quand son bloc est en haut, que les autres sont très bas, et que lui, il est à 40 mètres pour ressortir sur lui. Mais c'est des situations très particulières. Autrement, il est toujours sur ses 16 mètres quand le ballon est à 60 mètres de lui. Moi, ouais, mais avec le jeu d'aujourd'hui, en plus, un renversement de jeu, ça peut aller très, très vite. Les vont tellement vite. Tu joues contre Liverpool, t'as toujours des attaquants qui vont extrêmement vite. Je te prends un autre schéma de jeu. Cette fois-ci, on va se concentrer sur Thibaut. Je te prends ce match contre Arsenal, encore une fois. Real Madrid-Arsenal, cette fois-ci en quart de finale. Les coups francs de Rice.
Je pensais que tu allais me parler de ça. Ah, Je sais pas quand elle arrivait, mais j'ai dit elle va y arriver. Elle va arriver. Je suis forcé de t'en parler parce que ce sont deux des images qui ont marqué notre saison. Parce que déjà le coup franc est d'une pureté incroyable. Enfin, les deux coups francs c'est incroyable. Tu ne peux pas l'anticiper de la part de ce joueur-là qui n'a jamais mis de coup franc comme ça. Enfin, voilà. Juninho, tu pouvais commencer à essayer d'envisager que tout était possible. Ça veut pas dire que tu y arrivais, mais t'envisageais que tout était possible. Avec Rice, tu pouvais pas envisager ça. Et deux, on est dans un contexte où ce joueur-là met ces deux buts-là au meilleur gardien du monde actuellement. Donc forcément, ça fait le tour du monde. Je t'en parle parce que j'ai envie qu'on détaille un peu les deux situations, parce que pour moi, les deux coups francs ne sont pas les mêmes. Tout le monde est très impressionné par... Il y a le deuxième qui va nettoyer vraiment la lucarne. Je sais même pas si j'ai vraiment besoin de t'en parler de celui-ci, parce que je trouve qu'il est tellement... Je vois pas ce que peut faire Thibaut sur ça, en fait. Aussi grand sois-tu. Bien joué. Magnifique. Voilà. T'applaudis. Comme Mbappé l'a fait d'ailleurs, la réaction qu'on a vu beaucoup à l'écran de Mbappé qui dit, voilà, qu'est-ce que tu veux faire? On passe à autre chose, quoi. On va juste mettre le ballon au milieu et on redémarre. Le premier, il est différent. Il est absolument bien frappé. Il y a une trajectoire qui est enveloppée, qui tourne à une vitesse, dans une ampleur incroyable. Mais il y a une puissance dans la frappe qui fait que tu n'as même pas le temps, je trouve, de te déplacer pour aller la chercher. Mais j'ai regardé la préparation avant. Il y a les deux joueurs qui sont là. Il y a Odegaard, qui a l'habitude d'en frapper beaucoup, et il y a Rice qui est là, qui en frappe. C'est faux. Je suis désolé. Dis-moi. C'est pas le bon joueur que tu dis. C'est Saka et Rice. Pardon, excuse-moi. C'est sur le deuxième que c'est Odegaard qui est là. Ouais, excuse-moi. Ouais, c'est Saka. Il y a Saka qui en frappe beaucoup plus. Et il y a Rice qui est là. Excuse-moi, t'as raison. Très bonne correction. Le placement du mur m'a perturbé. Parce que le côté où va choisir de frapper, du coup, Rice, est beaucoup plus ouvert que le côté de Saka. Je pense que c'est parce que Thibaut anticipe que ce soit Saka qui va frapper. Et finalement, c'est l'inverse. Est-ce que là, il y a quelque chose à faire dans la préparation ou pas, de différent? Alors, deux choses. Moi, je l'ai dit aussi en direct. Il y a plusieurs choses. C'est intéressant de parler de ce cas-là. D'abord, il y a l'aspect stratégique, comme tu l'as dit. Le ballon est posé. Saka, Rice. Si tu prends un pourcentage avant que le coup franc soit joué, 70 Saka qui va frapper, 30 Rice. On est d'accord. On est d'accord. On est d'accord. Tu poses ton mur. Bien sûr, quand tu poses ton mur, il le pose tout le temps comme ça, Thibaut. Tu vas fermer aussi la frappe de Rice. Mais tu mets pas deux en plus pour Rice. Parce que moi, les gens qui me disent ça, j'ai dit, vous êtes bien gentils. Mais avant qu'on frappe, je vous demande de le poser, le mur. Quand il y a Saka et puis Rice. Je suis pas sûr que vous mettez deux de plus à gauche pour fermer la frappe à Rice. Ça, c'est la première des choses. Boum. Après, moi, j'ai bloqué les images. Mais je te dirais aussi mon interprétation au départ, avant que j'ai Thibaut. Et après, j'ai eu la confirmation exactement de Thibaut. Parce que après, quand tu connais la personne, tu vois vite ce qui se passe. Le ballon est posé. Quand le ballon est frappé, tu as dit quelque chose d'extrêmement juste. La rotation du ballon, c'est-à-dire ce qui va donner après l'effet du ballon. C'est un peu... Certaines personnes l'ont comparé à Roberto Carlos quand il frappe de l'extérieur. Et lui, c'était de l'intérieur. C'est ça. C'est-à-dire que le ballon, quand il est à 6 mètres de nous, il est encore 1,50 m à l'extérieur. Ouais. 1,50 m de l'extérieur. Incroyable. Là, les gens ne se rendent pas compte de ce que ça veut dire, ça. Et après, il y a un fait. Moi, j'ai bloqué l'image. Si tu rajoutes 1, le ballon, il passe toujours. Bon, pour la petite histoire, après, je ne sais pas pourquoi, mais Valverde et Camavinga, quand ils sautent, ils font ça. Oui. Ils sont face à face. Bon. Peur du ballon, encore une fois. C'est comme ça. Et moi, quand je vois cette action, je dis, mais Thibaut, quand il part, il va pour accompagner le ballon. Alors, quand je dis accompagner, c'est t'accompagnes la frappe, parce que tu penses qu'elle n'est pas cadrée. Parce que tu penses qu'elle n'est pas cadrée. Quand tu la vois, la frappe, bon, après, ça va vite, hein. C'est 26 mètres, d'accord? C'est 1 seconde. Les gens, il faut se rendre compte. Je veux dire, un ballon qui va à 100 km/h, il est à 100 km/h, hein, 111 ou 98, je sais plus, mais enfin 100 km/h, c'est 25 mètres à la seconde. Hein.
Enfin, 26 mètres et 7 dixièmes à la seconde. Donc, ça va vite. Donc, c'est 1 seconde. Et quand il le voit partir, c'est-à-dire quand il le voit passer le mur, et quand il voit sa rotation, il pense qu'elle est dehors. Et quand il va pour accompagner. Et c'est ce qu'il me dit. Il me dit, à la fin, tout d'un coup, je me rends compte qu'elle est cadrée, mais c'est impossible d'aller. C'est impossible d'avoir une extension complète, tu vois. D'accord. Et il faut revenir dans le contexte, ça va très vite, hein, tu vois. Tu pousses, tu pars, tu accompagnes parce que tu dis, ben, elle n'est pas dedans. Et tout d'un coup, elle revient. Tu fais, waouh. Tu as parlé de Juninho, c'est pas les mêmes frappes. Juninho, il frappait, tu sais, au-dessus de la cheville. Puis elle volait de partout, c'était un peu comme au beach volley, ça flottait dans tous les sens. Lui, c'est une frappe qui est très rapide. Simplement qu'il y a un rayon, tu penses jamais qu'elle va revenir. Jamais. Voilà. D'ailleurs, il y a un angle pour cette frappe où on est derrière lui, ouais. Derrière le tireur, et on voit que la frappe, elle part très loin, effectivement, du but. Et elle sort complètement et elle revient. Et ça, c'est vraiment, techniquement, c'est vraiment très impressionnant. D'accord, ok. C'était important pour moi de t'avoir sur ce sujet-là. Mais dans ce même match, il a quand même été, et moi, ça fait partie des points forts de Thibaut, il y a des phases de double ou triple arrêt sur une même action où je crois que c'est une frappe de Saka, c'est Martinelli, il frappe une première fois, la balle va vers un autre joueur de l'autre côté, il est déjà debout, il est prêt à la reprendre, et quand je te dis prêt à la reprendre, c'est vraiment debout, c'est pas il tend la main, il est couché, on parle de se remettre debout, comme tu me disais, c'est pas un petit gaillard où la tonicité quand même elle est un peu limitée. Il se remet debout, il est prêt à intervenir, main ferme, dégager le ballon. Il y a une triple frappe dans le même match quelques minutes plus tard, je crois que c'est une demi-heure plus tard, où dessus c'est 2 fois Martinelli, une fois Merino pareil qui frappe aussi et il la repousse. Ça, c'est quand même une faculté qu'a Thibaut qui est vraiment très impressionnante. Pour terminer, j'aimerais faire un petit jeu avec toi, où je veux que tu me répondes tac au tac, sans réfléchir, instinctivement. Okay. D'accord ? Tu m'as un peu répondu déjà sur ce que tu pensais de Donnarumma. Donc ma question était Donnarumma surcoté ou on est trop dur avec lui? Trop dur avec lui. Pour toi, c'est top 3 des gardiens actuels? Ouais. Okay. Attends, je précise parce que c'est moi qui te dis intuitif et puis c'est moi qui détaille. Alors je pourrais mon jeu, mais tu me dis top... Moi, je te réponds oui, non. Non, mais tu fais très bien ton jeu. C'est moi qui suis éclaté sur ce coup. Parce que les gens me disent, oui, non, mais il est devenu fort depuis qu'il a pris sa cicatrice. En gros, ils me disent qu'il est devenu fort depuis les quarts de finale. Ouais. Pour toi, depuis le début, on parle d'un très très bon gardien et on est trop dur avec lui. Ouais. On parle pas que de la fin de saison. D'accord. Onana, 3 finales, 3 clubs différents, injuste ou surcoté? Surcoté. Chevalier, surcoté ou pas? Non, Chevalier, c'est top. C'est le plus grand potentiel français que vous avez. Maignan, surcoté ou pas? Ou on est juste? On est juste. On est juste? C'est un très bon gardien. Ouais. Il ne faut pas en faire trop. Non, c'est un très bon gardien qui manque des fois un peu de constance et qui n'est pas toujours juste tactiquement. Ah, tactiquement, c'est son petit péché à lui? Pas juste, ouais. Mais c'est un super gardien. Emiliano Martinez, surcoté ou pas? Non, top gardien. Top gardien? Ok. Alisson, surcoté ou pas? Alisson, il est en fin de carrière. Sur l'ensemble de sa carrière, est-ce que tu trouves qu'on l'a surcoté ou pas? Ah non, sur l'ensemble de sa carrière, c'est un super gardien. Mais maintenant, aujourd'hui, Alisson, et puis il a eu beaucoup de blessures aussi. Mais tu vois, je fais juste un comparatif, je m'excuse. Vas-y, permets-toi. Tu prends, alors c'est pas parce que je suis Courtois, mais je veux dire, Courtois, imagine-toi, tu fais croiser, tu es prêt à rejouer, tu fais Ménisque de l'autre côté, tu fais, ça je peux te dire, 3 matchs et 60 minutes de préparation pour la finale de la Champions. Hein. Ok? Tu joues, t'enchaînes, tu fais finale de Champions, tu fais finale Super Coupe d'Europe, machin, etc. Tu es toujours performant avec très peu de situations. Tu reviens, tu joues quelques matchs, tu te reblesses une fois l'adducteur, tu rejoues 2 matchs, tu te reblesses une deuxième fois, et chaque fois quand il revient, et chaque fois il est constant dans sa performance. Très bon. Pour donner une différence, Alisson est plus âgé que Thibaut, mais Alisson il a de la peine à revenir et puis être constant dans sa performance. Il peut faire des performances XXL comme on a vu contre PSG, et puis des fois des situations où il est moins bon, notamment le match retour. Le match retour il est moins bon, c'est vrai. C'est vrai. Ça fait partie des questions que j'avais pour toi, j'ai pas eu le temps de l'aborder, mais j'ai trouvé que quand tu prends la liste des blessures de Thibaut,
Euh, elles ne sont pas forcément toutes longues, aussi longues que les croisés évidemment, il rate presque toute la saison, mais je trouve qu'il y en a plusieurs. Est-ce que ça s'explique par son jeu ou pas? Non, c'est que déjà, il faut imaginer que quand tu fais un croisé, les gens ils pensent que tu fais, le chirurgien il revient, tu travailles comme un fou et tout est comme avant. Et non, tu n'as plus le même corps. Hein. Donc, et après, on revient à 2 mètres 100 kilos. Près de 100 kilos, je veux dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut ressentir ton corps, retravailler ton corps, mais pas d'un aspect physique. C'est qu'on doit ressentir le tout parce que tes appuis changent. Les gens, ils se rendent pas compte. Tu peux pas avoir exactement le même genou. Mais ils font un travail magnifique, les chirurgiens. Mais ton genou a été changé. Tu vois? Donc, voilà. Et puis après, il y a des compensations, etc., qui se font automatiquement. Des micro-compensations au niveau de ton corps. Et puis c'est pour ça que tu peux avoir après d'autres problèmes musculaires, c'est normal. Ouais. D'accord. Hugo Lloris, sur sa carrière, surcoté ou pas? Non, pas surcoté. J'adore, c'est mon chouchou, c'est Tottenham. J'adore. Hugo Lloris, pour moi, c'était le gardien qui était top class. Il a un défaut. Seulement un défaut. C'est quoi? C'est qu'il n'a pas de pied droit. Et tu vois, pour avoir joué souvent contre la France, c'est des choses qu'on étudiait beaucoup. Parce que par exemple, quand le ballon venait depuis sa droite à Hugo, Hugo il allait chercher son externe gauche pour la remettre sur son côté gauche, tu sais. Ouais, il n'y a rien de ce qui se passait à gauche. Donc nous, nous savons mettre la pression pour mettre en difficulté, par exemple. Tu faisais quelqu'un venir de la gauche, il était surpris. Il était dans son dos. Ah ouais, bien joué. Vicieux, mais bien joué. Non, pas vrai. Non, pas vicieux. Non, je te charrie. Pas vicieux, pas vicieux. Neuer. Surcoté ou pas? Non, Neuer, c'était le meilleur, le numéro 1 pendant de nombreuses années, qui est pour moi indiscutable, et qui aujourd'hui est fluctuant dans ses performances, un peu à l'image d'Alisson. Oui, voilà, c'est un peu le parallèle. Hein, les deux. Dans mon jeu, on change. Plus fort, qui est le plus fort? Casillas ou Buffon? Oh, t'as pas le droit. Ah bah, il faut bien que tu te mouilles un peu, il faut que tu souffres, mon ami. T'as pas le droit. Bon, c'est ton joker. Bon, Casillas. Attention, parce qu'il y a du dégueu qui va arriver derrière. Ouais, vas-y. Alors, est-ce que tu utilises ton joker maintenant ou pas? Non, je dis Casillas. Vas-y. Ah, bien joué, d'accord. Neuer ou Courtois? Prime. Courtois. D'accord, bien joué. Petrosec ou Courtois? Ah, mais je vais te dire Courtois. Non, mais Courtois, de toute façon. Moi, tu réponds avec honnêteté. Hein. Donnarumma ou Petrosec? Ah, c'est du haut niveau. Aujourd'hui, je te dis Petr Cech, mais très proche. Mais peut-être dimanche matin, tu m'appelles et je te dis Donnarumma. C'est vrai, ça se joue tellement à ça, c'est trop proche. Zidou a fait quelque chose de magnifique avec l'Italie. Je pense que s'il réalise un match XXL, ce que j'espère et je pense samedi, tu peux le mettre au même niveau que lui. Ou plus que peut-être. Ok. Le top 3, donne-moi ton top 3 des meilleurs gardiens des années 2000 à 2010. Ah, fallait que tu souffres un petit peu, Thierry, quand même. Ça peut pas être juste un moment de plaisir pour toi. Je vais dire Lloris. En troisième? Je ne donne pas le classement, je donne des 3. D'accord, vas-y, donne-moi les 3. Lloris, Buffon et Casillas. Et maintenant, c'est ma dernière question. Top 3 des gardiens actuels sur les 5 prochaines années. Ah, les 5 prochaines, c'est impossible. Alors, tu sais, l'avenir, moi, j'ai pas une boule de cristal. D'accord. Non, mais je peux pas te dire dans 5 ans. Alors, dis-moi maintenant. Maintenant? Ouais. Courtois. Pour moi, je le mets en numéro 1, mais bon. Ouais, je pense que c'est le numéro 1 mondial aujourd'hui. Ouais, je pense aussi. Je te mets Donnarumma. Ouais. Ça, c'est de là, je m'y attendais. C'est le troisième que j'attends avec grande impatience. Ouais, le troisième, le problème, c'est que tu me parles du futur. Alors, si tu me parles du futur, je peux pas te mettre celui que je voulais mettre. Ah non, je te parle pas du futur. On a refait la question, on est sur de l'actuel. Sur cette saison, même si tu veux, qui est le troisième meilleur gardien d'Europe? Je vais choisir. Je vais te dire Raya. C'est vrai, Raya? Ah, je m'attendais à Yann Sommer. Ok. Non, parce que Yann, c'est exceptionnel ce qu'il fait. Mais Yann, par sa taille, alors là, ça va faire un quiz partout chez toi, mais c'est pas grave. Par sa taille, malheureusement, il y a des choses qu'il peut pas faire et qui coûtent des buts. Je te prends un exemple pour te donner. Tu as parlé au tout début de l'interview des buts qui ont été marqués sur le match Inter-Barça. Eh ben, si tu prends c'est le troisième.
un match aller qui tape la transversale et qui revient sur son dos. Eh ben, Yann, s'il fait 10 cm de plus, elle ne tape pas la transversale, la balle. Elle va toucher à l'extérieur. Pour donner un exemple. Hein. Ah ouais, bien sûr. Mais du coup, c'est pas un mythe, ça. C'est pas un mythe que la taille, vraiment, aujourd'hui. Non, mais la taille, moi, je vais juste ouvrir ça parce que je sais que beaucoup de gens me critiquent par rapport à ça, mais c'est pas un problème. La taille, contrairement à ce que les gens y pensent, c'est qu'elle est extrêmement importante pour ça, pour l'envergure. Parce que quand tu vas aller chercher, parce que Yann, il a une poussée exceptionnelle, une vitesse de pied exceptionnelle, mais il fait un 83 déclaré, je pense que c'est plus un 80 qu'un 83, en l'occurrence. Et ben, tu prends la différence d'envergure avec un Courtois, et c'est ça la sortie, hein, l'envergure totale. C'est 40 cm minimum, hein. C'est énorme. C'est deux ballons, hein. C'est deux ballons. Okay, quand tu sors, tu vas faire la croix. Quand il ouvre, tu penses qu'il prend la même place que Thibaut? Ah bah bien sûr que non. À tous les niveaux, jambes, bras, buste, bien sûr. Le buste, tu vois. Bien sûr. Et voilà. Donc, et puis l'autre chose que je finirais, parce que les gens ils se rendent pas compte de ça. Et là on vient sur la première chose que je t'ai parlé, l'évolution du foot. Il y a 20 ans, tu avais combien de joueurs dans une équipe qui faisait plus d'un 90? Dans une équipe, pas tellement. Peut-être un. Aujourd'hui, t'as pas un club, peut-être, qui n'a pas un joueur qui fait plus d'un 90. Tu en as 2 ou des fois 3. La conséquence, quand toi, tu as une frappe, qu'il y a des mecs qui sont devant toi, tu vois pas le ballon. Yann, tu le vois, il est tout le temps en train de bouger, comme je te fais là sur la caméra, pour voir où est le ballon où il va être frappé. Et si tu fais ça à gauche, parce que tu peux pas faire autrement, puis que le ballon est frappé à droite, après, faut que ton corps, faut l'amener là-bas. Ouais, bien sûr. C'est une demi-seconde Thibaut, déjà. Il bouge pas. Il fait juste ça, il voit tout. Quand tu es sur les corners, des situations de balle arrêtée où tu as tout le monde qui est dans le box, dans les 6 mètres, pardon, Yann, il voit quoi? Il voit rien. Ouais, il voit pas grand-chose. Et ouais, et c'est pour ça qu'on a besoin de taille. Parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de joueurs qui sont grands. Tu as 2, 3 joueurs qui font dans 90 ou plus dans les équipes. Donc c'est encore plus vrai qu'avant. Oui, et souviens-toi, on vient sur un détail tactique. PSG, quand il y avait Ibra, sur les corners, Ibra, il était où? Il était au premier poteau, zone premier, parce que c'est l'endroit où je peux pas aller quand je suis gardien de but. Oui. Et tu mets le plus grand qui est fort de la tête, là. Oui, c'est vrai. Et voilà. C'est vrai. C'est une zone piégeuse. Hein. Ce premier poteau, il est terrible pour les gardiens. Terrible. Il est terrible. On n'a pas le temps d'aller. Non. Thierry, merci beaucoup. C'est rien. Avec plaisir. Je me suis régalé. Ben, moi aussi. C'est incroyable, vraiment. Je savais que j'allais en prendre plein la tronche avec des anecdotes, avec surtout avec des notions dont j'ai pas idée. Et tu m'as régalé. On a passé une bonne heure et demie ensemble. Je me suis amusé. C'était fou. Merci beaucoup. Merci à toi, parce que c'est très important que justement il y a des gens comme toi qui puissent aujourd'hui donner la parole à beaucoup de personnes pour qu'on puisse donner des informations qui sont pas forcément pour tout le monde capable pas de comprendre, mais surtout d'avoir, tu vois. On ne le colporte pas, ce langage, et je pense qu'il faut le colporter pour que plus on le colportera, plus on comprendra, plus on sera capable d'avoir un autre regard sur le gardien de but. C'est vraiment ça mon désir le plus profond. C'est le but, changer un petit peu le regard qu'on peut avoir sur le foot, et ce, dans tous les sens du terme. Je te remercie encore une fois. Je reviens vite vers toi pour te dire quand l'émission sera disponible. Mais en attendant, prends soin de toi. Continue de nous régaler avec Thibaut, parce que c'est ce que tu fais. Vous nous régalez, toi et toutes les personnes qui l'entourent, vous nous régalez, et lui le premier. Donc ça, surtout, j'espère que ça changera pas. Je te dis à très vite. Tout bon. Comment ? Prends soin de toi aussi. Ah, on va tout faire court. Il y a un peu de fatigue, je t'avoue, là. On est sur la fin de la saison, il y a un peu de fatigue. Mais je vis un des plus beaux métiers du monde. Je parle de ma passion tous les jours. Alors ça va. Il y a un proverbe africain qui dit pour atteindre le paradis, il faut mourir. C'est vrai. C'est très juste. Merci à toi. Tout bon. Bye bye. Prends soin de toi. Merci. Ciao.